Salut tout le monde, salut les gars, bonsoir, Maxime n'est pas là, c'est moi qui présente et je suis un peu rouillé, voilà, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu perdu la main, mais je suis pas seul et je suis ravi de ne pas être seul ce soir, je suis en excellente compagnie, je suis en compagnie notamment de mon très cher ami Franck. Bonsoir Franck. Salut Kylian, salut à tous. Je suis en compagnie également du plus grand fan du PFAOB de France et du Luxembourg, Vincent. Bonsoir Vincent. Il a oublié de mettre le son. Le micro. Il a oublié le micro. Salut Kylian et salut à tous, pardon. Voilà. Voilà, excellent. Et donc, nous ne sommes que trois ce soir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai pas envie de présenter Joël. Voilà, je vais vous le dire, j'ai une dent contre Joël, ce soir en particulier. Et puis, j'en ai plus rien à foutre, on est en fin de saison. Je vais commencer par montrer ça. Parce que ce n'est pas normal. D'habitude, ça, on le fait à la fin. Je vais recontextualiser pour tous ceux qui ne suivent pas les émissions ou les réseaux sociaux régulièrement. Ceci est un petit jeu entre nous où, avant chaque match, on essaye de prévoir la compo de notre cher Niko Kovac. Et c'est 1 point par joueur. Je suis premier de ce classement, 200 jours dans l'année. Et Joël me vole ma première place juste à l'avant Francfort et j'en suis dégoûté. Mais malgré tout, Joël, j'ai beaucoup trop de respect pour toi. Bonsoir Joël, bien joué pour m'avoir rattrapé. Il reste un match, je vais peut-être me refaire, mais tu parais quand même bien parti, mon ami. Salut Kylian, salut tout le monde. Ah ouais, j'ai pris un pied d'enfer en voyant le perfect. Voilà, comme ça, c'est passé maintenant. On n'en parle plus en fin d'émission. On passe à autre chose. Voilà, on passe à autre chose et on en reparle après Brême parce que peut-être. C'est vrai. De quoi parlera-t-on ce soir ? Alors, gros menu ce soir, retour des émissions le dimanche soir. On va parler notamment d'une grosse partie du déplacement à Dortmund. C'est une partie importante parce que c'est le dernier de la saison. Et c'est l'antépénultième émission puisqu'il va rester le match contre le Werder et le bilan de fin de saison. Donc, il nous reste que 2 émissions après celle-là. Le déplacement à Dortmund, c'était le dernier. Je vous laisserai la parole pour ça. Après, eh bien, les maillots. Alors, le maillot domicile pour la saison prochaine a fuité, et même plus que ça, a été porté par les joueurs pendant le match. On va en discuter de ce maillot-là et de la fuite récente du maillot Third, qu'on va pouvoir vous dévoiler aussi. Rien d'officiel, mais on se rapproche sans doute de ce à quoi il ressemblera. Ça, vous aurez le visuel juste après. Évidemment, la plus grosse partie de l'émission, ça va être le débrief du match contre Francfort. On fera aussi une partie sur le départ à la retraite de Niklas Süle, qui a vécu 5-10 minutes là à Francfort, de quoi fêter sa 300e bougie en Bundesliga. On fera un petit point sur sa carrière, sur sa grande carrière de Niklas Süle. Un dernier hommage pour lui. Et on parlera aussi des 4 joueurs que nous avons en prêt. On arrive à la fin de la saison. Une chronique sur Diantramaï, sur Kiel Vétienne, sur Cole Campbell et sur Julien Duranville. Comment ça se passe pour eux dans leur club ? Quel avenir pour la saison prochaine sous les couleurs du BVB ou pas d'ailleurs. Et on finira l'émission avec la preview du match de la semaine prochaine, la 34e et dernière journée de Bundesliga contre le Werder à Brême, au Weserstadion. Nous allons donc commencer avec le déplacement. Il y avait du monde et je vais vous laisser la main à vous parce que vous êtes les mieux placés pour en parler. Franck, à toi l'honneur. Raconte-nous un peu ce cortège venu du Grand Est, direction la Roure. Alors nous, on est parti. Donc ma fille Camille, qui faisait ce déplacement, c'était son 3e match de cette saison. Nous, on est parti très très tôt à 7h de Strasbourg parce qu'on voulait un peu profiter de Dortmund et des rues et de faire chauffer la CB. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et donc on est parti tranquillement à 7h. On est arrivé à midi à Dortmund. On s'est tout de suite rendu à la boutique où on a tout de suite acheté ce beau maillot que je trouve beau. Je veux dire, d'ailleurs, on l'a tous floqué, même le luxembourgeois Dil Poivreau, on l'a tous floqué, Ben Sebani. Alors, le maillot est beau, par contre, le flocage est dégueulasse. Ils ont coupé tous les chiffres. Ils ont biseauté. Voilà. Alors, je sais pas, il n'y a plus de budget, donc on ne peut plus faire de flocage complet. Donc, on biseaute les numéros, quoi, je veux dire. Hein. Ça fait peut-être un gain, quoi, je veux dire. Donc, le maillot est beau. Les maillots gardiens, c'est notre. Voilà. Bon, après, chacun aimera ou aimera pas. Après, porter sur Quebel, ça va.
Donc là, c'est à l'Altemark. On a décidé de boire quelques verres d'alcool avant le match. Il y en a d'autres qui sont on en bu un peu plus. Voilà. Et, Ouais. ouais, surtout l'homme à gauche. Qui J'ai était rien bien. demandé. Et donc, je laisserai après notre ami Vincent raconter sa partie, hein, qui est venu avec Erwan et avec Maxime. C'était super sympa. Franchement, moi j'ai adoré. On s'est éclaté. On a chopé Julien au passage, hein, donc un fan francophone suisse, un gars qui vient au BVB depuis des années. Hein. On a rencontré l'homme qui est tout à fait à gauche, Alex Paton. Certains le connaissent sur Facebook. C'est un ancien qui venait souvent au BVB. Et bien sûr, il y avait aussi nos amis, Jeff, Vianney, qui sont venus de Nantes avec un de leurs amis. Voilà, c'était franchement une belle réunion. On s'est vraiment bien amusé. On a vraiment bien rigolé. Donc en tribune, Vincent était tout seul, le pauvre petit, dans son bloc 85, c'est ça, Vincent? On était donc, par les places du fan club attribuées par le BVB. On était en bloc 39 avec Maxime et Erwan. C'était super sympa. Jeff, eux, avaient pris des billets sur la vente. Je crois qu'ils étaient en bloc 80, je ne sais plus exactement, mais du côté de Vincent. 87, je crois. Ouais, c'est ça. C'était super sympa. On a vraiment bien rigolé. On s'est retrouvés. Je crois que Vincent s'est retrouvé à la piscine. Cette fois-ci, il a réussi à trouver le chemin de la piscine, malgré une bière à 7 degrés prise dans la voiture. Mais il a trouvé le lieu de rendez-vous. Ils étaient là vers 15h30. Donc, on était vraiment 15h30, 16h. On s'est retrouvés à 16h30 à la piscine. On a vraiment bien profité. Et franchement, c'était vraiment génial. Moi, j'ai kiffé ce déplacement parce que plus par la rencontre de tout le monde et cette réunion, comme Joël avait déjà vécu ça aussi, c'était vraiment amusant. À plusieurs, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Surtout qu'après, quelquefois, on ne sait jamais avec le BVB si on a le droit à un spectacle ou à une daube. Bon, là, c'était un bon match, on va dire, sans plus ni moins non plus, quoi, je veux dire. Et c'est un match également qui était placé sous le symbole d'une grande émotion. Alors, pour plein de raisons. Déjà, c'est le dernier match à domicile de la saison. Forcément, c'est toujours des matchs qui sont particuliers, mais également parce que c'est l'occasion de se réunir autour de certaines personnes, dire adieu à Julian Brandt, à Niklas Süle, à Zali Özcan et aussi à Sebastian Kehl, de façon un petit peu plus officielle, on va dire, c'était le moment ou jamais. Vincent, raconte-nous ton point de vue, parce que toi, tu es parti d'un endroit différent de la France, avec des personnes différentes. Et puis, comment, parce que ça, pour le coup, à la télé, c'est très, très difficile à retranscrire, l'émotion dans le stade. Je compte sur toi pour nous la faire vivre ce soir. Ouais, justement, en parlant d'émotion, c'est justement là où je voulais centrer mon histoire. C'est que déjà, je démarre donc je rejoins Erwan et Maxime à Neuchâtel, c'est-à-dire en Belgique, hein, le point de rendez-vous où on peut partir tous ensemble. On arrive à Dortmund. Bon, on a vécu un bon moment sur la route. Et j'étais loin d'imaginer que ça allait me faire autant de mal parce qu'en fait, si tu veux, moi, Dortmund, c'est ma deuxième maison et là, je vais pas la voir. Quand je la vois déjà pas pendant 2 semaines, c'est déjà très très dur pour moi. Là, ça va durer des mois. Donc déjà, si tu veux, je m'attendais à vivre un moment assez difficile sur le plan sentimental. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vois Franck, je vois sa fille avec qui on a passé un super moment. On se retrouve avec toute cette équipe, avec des nouvelles têtes également que j'avais jamais vues, hein, JF, Vianney et une autre personne que je me rappelle plus le prénom par contre. Je crois qu'il est venu en tant qu'invité avec eux. On a pu passer aussi un moment avec les Suisses, hein, Julien et compagnie. C'était vraiment un moment super agréable à vivre, tout en sachant que, oui, au début de la rencontre, on a eu droit à des adieux qui m'ont fait du mal aussi. Parce que bon, qu'on les aime ou qu'on les aime pas sur le plan footballistique, ils sont quand même des figures qu'on n'oublie pas dans une équipe, des visages qu'on n'oublie pas, qui sont restés un certain laps de temps.
Et maintenant, on ne les verra plus. Il faut passer à autre chose. Les adieux, ils ont été très, très difficiles. Ils vont me manquer quand même. Je m'en fous de ce qu'ils ont pu apporter de bien ou de mal dans cette équipe. Mais ils vont beaucoup me manquer. Ouais, donc c'était un déplacement inoubliable pour moi parce que je me suis vraiment éclaté et c'était un déplacement qui a été quand même très dur, surtout à la fin quand il a fallu partir quoi. Mais ouais, super déplacement. Déplacement forcément intense au-delà du contenu du match. Le premier but, notamment de Samuel Inacio, on va en revenir. Ouais. Il y avait tout pour verser sa larme dans ce stade ce week-end. Franck, j'aimerais juste te relancer sur une dernière chose. Le tifo, explique-nous. Ce tifo que, eh bien, si on n'est pas familier avec le BVB, forcément, ça nous parle pas trop. C'est les 25 ans des Unity, donc ils ont fêté ça avec Maestria. Comme on sait très bien faire les tifos, on les fait toujours très très bien, je trouve. Et voilà, c'est une rétrospective un peu de tout, quoi, des 25 ans des Unity sur un tifo, quoi, et ce que représentent surtout les Unity, quoi. Et je voulais juste revenir sur les adieux des 4 personnalités qui ont quitté le BVB. Moi, j'y ai versé ma grosse larme, surtout pour Sébastien Kehl. Avec les 3, je respecterai toujours tous les joueurs qui ont porté ce maillot. Mais Sébastien Kehl, les adieux ont été très émouvants. Hein. Il a été applaudi longuement. Il a eu le droit à sa aula personnelle, je dirais, au niveau de la sud-tribune. Je pense que tout fan de Dortmund n'oubliera jamais ce qu'a fait Sébastien Kehl en tant que joueur. C'est 2002-2015. C'est un joueur qui s'est sacrifié pour le club. Il aurait pu partir au Bayern. Hein. Rappelez-vous, pour ceux qui s'en souviennent, il venait du SC Fribourg. Il a eu une proposition du Bayern et il a eu une proposition de Dortmund. Celle du Bayern était bien sûr plus conséquente au niveau terme d'argent. Il a préféré aller à Dortmund. Il y a été capitaine. Il a été souvent blessé, malheureusement. Ça a un peu gâché un peu sa carrière. Je pense qu'il aurait pu avoir une plus grande carrière. Mais son passé de joueur a été, je pense, formidable. Après, je ne vais pas le juger sur sa période, je veux dire, de directeur sportif. Je ne suis pas compétent pour ça. Mais en tout cas, c'est un homme qui a toujours mis, je veux dire, ses intérêts personnels de côté et a toujours travaillé pour le BVB, que ce soit en tant que joueur ou en tant que directeur sportif. Donc, merci Sébastien pour toutes ces années. Pour les 3 autres, c'est des joueurs qui ont mouillé le maillot pour Dortmund. J'ai vu l'interview de Niklas Süle. J'ai lâché ma larme parce qu'il a bien reconnu qu'il a vécu des moments au BVB, notamment cette dernière journée contre Mainz, où il n'a jamais ressenti ça, même sous le maillot du Bayern. Hein, que j'ai pu comprendre, malgré qu'il a été titré au Bayern. Il a dit c'est des émotions qu'il avait ressenties lors de son premier match. Et il a été accueilli à Dortmund et il a senti que cette région, ce club, c'était du réel. Ils l'ont toujours accepté et tout. Et franchement, il faut le regarder cette interview parce qu'on peut peut-être changer un peu d'avis sur l'homme parce que c'est un homme qui a des émotions, des sentiments. Après, peut-être il a mal géré sa carrière. C'est pas à moi d'en juger. On va en parler de Niklas Süle. Il y a une grosse partie où on pourra chacun rendre hommage à Niklas Süle, à toute sa carrière, la rétrospective de tout ce qu'il a fait à Dortmund ou ailleurs. Il le mérite, bien sûr, en tant que joueur de Dortmund et puis en tant que sportif de haut niveau qu'il a été. Avant d'entrer dans le vif du match, moi, j'aimerais qu'on s'arrête surtout sur ça, puisque 2 d'entre vous ont succombé et porte d'ailleurs ce maillot ce soir. C'est le cas Vincent aussi, ouais, je vois le petit col blanc. Le maillot de gauche, donc le maillot 2026-2027, domicile est officiel, a été porté donc par les joueurs avec un flocage effectivement un petit peu altéré, un petit peu biseauté. Je pense que c'est le bon mot, Franck. T'as trouvé le bon mot avec ça. Les chiffres ne sont pas complets à part le 4, je crois. Tous les autres, ils ont un angle à 50 degrés. C'est assez étrange.
Vous avez tous les deux succombé. Vous avez tous les deux donc floqué Ben Sebaini. Et ça, j'avoue que ça me régale. Moi, je suis là avec mon Ben Sebaini de cette saison. Je suis déjà has-been. Et le maillot de droite. Alors, le maillot de droite n'est pas officiel et n'est en aucun cas d'ailleurs le maillot extérieur. C'est l'éventuel maillot third. Alors qui était annoncé juste tout violet électrique, et en fait c'est sorti aujourd'hui que il y aurait des petites formes éclairs, on va dire un petit peu foudre couleur jaune également sur ce troisième maillot third. Le maillot extérieur, toujours aucune information. Joël, c'est ton tour de briller. Discutons un peu de ces maillots, le maillot domicile et le maillot third. Ah, le maillot domicile est très très beau. Et il est beau, il est sobre. Celui-là, on peut rien lui enlever. Après, je noterai ce qu'a dit Patrick Guillou entre les deux maillots. Qu'est-ce qui change? La couture sous les bras. Mais bon, ça après, ils se sont pas, voilà, ils se sont pas trop foulés. Mais alors, le maillot violet, c'est une catastrophe, hein, on va dire, parce qu'on a eu le maillot bordeaux, on a eu le maillot gris, on a fait un maillot blanc. On s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un violet? On en avait déjà un violet, hein, pour ceux qui s'en souviennent. L'époque Nike. Nike début des années 90. En général, c'est une couleur qu'on a souvent eue pour les gardiens. Le violet, mais alors là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas? C'est peut-être un enfant qui a fait le design, on ne sait pas. Hein. Mais oh non, il est pas très très beau. Hein. Alors, et normalement, le maillot extérieur, il paraîtrait qu'il serait blanc. Mais après, il n'y a rien qui a fuité à part qu'il serait blanc. On verra, il y avait la piste du maillot éventuellement militaire qui semble se refroidir aussi. Alors pour le maillot domicile, c'est vrai que il ressemble beaucoup en fait au maillot coupe de cette année. Il y a même, arrêtez-moi si je me trompe, mais il n'est pas tout jaune, il y a des motifs un petit peu en filigrane dessus de la ville, hein, c'est ça. Alors pour la Pokal de cette année, c'était plutôt des fleurs ou quelque chose comme ça. Et il y a et donc il y a ce liseré blanc au niveau du col qu'on peut voir donc sur Svensson, sur Franck, sur Vincent. Vincent, qu'est-ce que tu penses de ces deux maillots et surtout de ce maillot third qui fait un peu débat hein, dans la roue? Moi, c'est pas compliqué hein, pour le maillot domicile. Moi, j'étais pas très très chaud pour l'acheter tout de suite. J'ai voulu l'attendre et je suis rentré dans la boutique, je l'ai vu. Et j'ai pas résisté. Bon, s'il avait été un peu moins beau, je l'aurais pris, on va dire ultérieurement, un peu plus tard. Mais là, vraiment, il est vraiment vraiment classe. Et juste avant de parler du maillot violet, il faut voir quand même les maillots de gardien avant de critiquer, parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, parce qu'ils le trouvent ridicule. Mais il n'est pas si ridicule que ça quand on le voit, surtout le maillot qui est un petit peu, il me semble, Franck, qui pourra me le confirmer, il est un peu rose-violet, je crois. Mais il est pas si ridicule que ça. Ça fait un peu bizarre quand on le voit en photo, mais en vrai, il est vraiment, moi, je le trouve plutôt original, mais pas ridicule pour le coup. Pour ce qui est de ce maillot-là, pardon? Non, vas-y, pardon, vas-y. Pour ce qui est du maillot violet, alors, quand je le vois sans une personne dedans, je veux dire, ça fait un peu rigolo, mais là, ça fait vraiment plus que rigolo, ça fait ridicule quand même. Hein. Et c'est un maillot que j'achèterai, je pense, juste pour dire qu'on a eu un maillot comme ça. Parce que non, mais moi, je suis un pigeon. Hein, de toute façon, là, tu peux le dire. Hein. mais ouais, après, oui, il est pas, enfin, il est spécial, quoi. Je sais pas ce que c'est censé vraiment trop représenter, mais je vois très mal quand même notre B4B jouer avec ça sur le terrain, quoi. À part vraiment un match, mais ce sera pas plus, quoi. Ouais, mais ce sera le cas. Ça reste un maillot third, il sera joué une fois pour le vendre, ou peut-être deux parce que justement il se vendra pas assez. Mais j'ai bien compris, Vincent, que toi, ton but c'est d'avoir tous les maillots les plus moches sortis par le club. Ça, on l'a bien compris. Franck, parlons de cette association de couleurs violet, jaune. C'est pas si nouveau que ça. Enfin, c'est pas si nouveau que ça. C'est pas si nouveau en maillot third parce que le maillot extérieur au début des années 90 sous Nike, on en a parlé. Le violet
au niveau de l'historique du club, c'est beaucoup plus des couleurs qu'on associe aux gardiens qu'à des joueurs de champ. La grosse différence quand même avec la saison, par exemple, 91, c'est que là, on parle d'un maillot third. En 91, c'était carrément le maillot extérieur, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, ce maillot third est apparu depuis quelques années. On n'avait jamais de troisième maillot il y a quelques temps, je veux dire. Donc après, c'est à la mode de tous les clubs. On essaye de faire du merchandising et de vendre toutes les couleurs possibles. Et voilà, bon, après, ça, pour moi, c'est un maillot qui n'a aucune consistance, que bien sûr Vincent va acheter et qui va nous faire porter comme l'autre 36 millions de fois et qu'on va voir 36 millions de fois dans le Space l'année prochaine. Donc, si je le vois une fois avec, je le démonte, quoi, je veux dire. Il s'achète une casquette d'abord. Ouais, qu'il s'achète une casquette. Parce qu'on n'en peut plus, cette casquette Adidas qui trimballe chaque fois partout, quoi. Adidas n'est pas un sponsor du BVB. Voilà, achète-toi putain une casquette et ils en vendent assez dans la boutique. Voilà. Oui, c'est vrai. Pas de casquette au prix du maillot. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et ce maillot, oublions-le, je veux dire. De toute façon, le troisième maillot qu'on avait les 2 dernières années, on a dû le porter une fois en match. Je ne sais même pas. Et encore, c'est un match amical, je crois. Le maillot blanc qui était les 2 dernières années. Donc, je veux dire, on va le pas porter. Voilà. Ouais. Et bon, espérons qu'il nous fasse un beau maillot extérieur. Il est cuit un peu ce maillot et rien de compter, quoi. Après, le maillot pour la prochaine saison, comme a dit Joël, il est sobre. Il n'y a rien de spécial, mais il est sobre. Au moins, ça caractérise bien notre club, quoi. Voilà, Tiffany, violet, couleur complémentaire du jaune. C'est peut-être pour ça, mais j'avoue qu'il est pas très beau, ça reflète pas le BVB. C'est surtout ça, en fait. C'est pour ça qu'il est critiqué. C'est parce que le violet, il a juste aucune incidence historique avec le nôtre et il ne fera pas date. C'est pas parce qu'il sort aujourd'hui qu'il fera date pour l'avenir. Il sera porté, voilà, une fois ou éventuellement 2, grand maximum. Vous le verrez plus dans les spaces avec Vincent que sur le terrain avec nos gars. Donc c'est un grand oui pour le domicile, c'est un grand non pour le third, et puis pour l'extérieur, il va falloir patienter encore un petit peu. On en reparlera dans cette émission, bien sûr. Écoutez, ça fait 23 minutes, on n'a toujours pas parlé du match, donc allons-y peut-être. Et commençons par la composition. Voilà ce que nous avait réservé Niko Kovac. Alors j'ai légèrement changé par rapport au visuel qu'on utilise. J'ai placé les joueurs par rapport à leur positionnement moyen sur le match. Je trouve ça peut-être un petit peu plus pertinent, plus précis. Ça n'empêche qu'on reste sur un 3-4-3 en l'occurrence. Donc Gregor Kobel avec son maillot Spider-Man, alors que j'ai pas mis dans les visuels, mais allez-y, cherchez, régalez-vous, allez sur Google, vous tapez maillot gardien Dortmund de 2027 et puis vous verrez Gregor Kobel déguisé en Peter Parker. La ligne 2-3, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton et Luca Reggiani sur le côté droit de la défense. Bayer, piston gauche, donc Svensson encore une fois sur le banc. Julian Ruerzon, piston droit, avec ensuite un milieu à 2, Job Bellingham et Marcel Sabitzer. Samuel Inacio qui enchaîne les titularisations sur l'aile gauche, Zero Guirassy en pointe, Julian Brandt sur l'aile droite, Julian Brandt capitaine. Alors que si on voit le nom des hommes, Schlotterbeck est la pensée première. En l'honneur de son départ, le brassard a été donné à Julian Brandt. C'est un beau geste de la part de l'équipe, de la part de Schlotterbeck, de la part de Kovac. C'est des choses qui se font. Content que ça ait été respecté. Parlons de cette composition. Joël, à toi la parole en premier, évidemment, puisque c'était la composition que tu voulais, bien sûr. Oh bah oui, je voyais pas Kovac faire du sentimental à l'avant-dernière journée en mettant Özcan et bon, à la limite Zule à court de forme, mais je me voyais pas du tout Kovac nous mettre des sentiments dans tout ça et de finir que il a mis la même équipe que Gladbach, mais après il nous devait une revanche aussi comparé au match de Gladbach parce que vu le non-match qu'ils ont fait, tu remets les 11 mêmes et tu leur dis, bon, à domicile, si vous refaites le même, le même match que contre Gladbach, ce ne sera pas la même musique. Donc, c'était un peu les mettre face à leur responsabilité aussi que de reconduire ce 11. Mais après, il n'est pas illogique, il est normal. Après, on est content de revoir Edmencha, Adémis de retour de blessure qui revient, qui, pour la semaine prochaine, va nous compliquer la tâche pour que tu fasses un perfect. Donc, c'est vrai que ça va être un peu ça va déjà être plus compliqué. Mais oui, non, ça... Le mec, quoi? T'as un petit message de la part de Maxime, Kylian.
Ah ouais, j'ai vu. Ouais, mais Maxime, je vais le bloquer, Maxime. Non, sur l'autre, tu vas On s'en voir. fout, ce gars-là. Il a préféré Ah. aller voir Monaco que faire le Space, C'est quoi. vrai. Oui, c'est ça, ouais. Mais ouais, Maxime non, est ça terminé. paraissait assez logique. On note effectivement, c'est un truc que j'ai pas relevé en première instance, Vincent. Retour d'Adeyemi, retour de Mecha, retour de Zule. Les trois, boum, la même semaine sur le banc, certes, mais ça nous fait un banc qui commence à ressembler en fin de saison à quelque chose de consistant. Tout à fait. Alors déjà, la composition, moi personnellement, me plaît beaucoup. Moi, personnellement, bravo. ça y est, au bout de 26 minutes, il a tenu. Ah, pardon. Ouais, Alors, pardon, oui. excusez-moi. J'avais pas compris. C'est une composition qui me plaît beaucoup. Alors effectivement, le banc avec le retour de Nmecha, Degemi, ça aussi, ça me fait énormément plaisir. Ce qui me fait d'autant plus plaisir, et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs le plus plaisir, c'est qu'on enchaîne une troisième titularisation de Samuel Ignazio, également Reggiani, mais ça, je crois que c'est la deuxième, il me semble, pour Reggiani. Puis après, Bayer qui reprend ce fameux côté gauche qui apparemment, ça lui va plutôt bien. On repart sur effectivement la même composition que contre Gladbach. Alors c'est vrai que je pense que c'était difficile de faire pire, mais au final, on se rendra compte que durant la rencontre, que c'était quand même mission accomplie parce qu'on a quand même réussi à faire un meilleur match déjà que la semaine dernière. Donc ouais, de toute façon, c'était une composition que je qualifierais moi de logique. C'est vrai que dans les choses qu'on peut aussi noter, c'est les absents. Philippe Omané souffre du retour en fait de Niklas Zule, donc il n'est pas dans le groupe. Ben Sebaini et Emre Can, saison terminée pour les deux, d'où le fait que Reggiani enchaîne. Par contre, il y a un vrai choix de coach pour le coup, c'est maintenir Inacio. Et surtout, maintenir Bayer à ce poste non naturel pour lui, mettre Svensson sur le banc pendant maintenant quasiment un mois, en fait, consécutif. C'est des choix forts de Kovac. Est-ce que ce sont des choix qui perdureront la saison prochaine? En tout cas, ça va lui donner matière à réfléchir. Franck, sur les 11 hommes qui sont sur le terrain, est-ce qu'il y a quelque chose que pour le dernier match à domicile, tu aurais fait différemment, peut-être, je ne sais pas, donner du temps de jeu à Azali Euskan depuis le début du match, peut-être? Non, je suis comme l'avis de Joël. Connaissant Kovac, c'est pas un sentimental. Il va le faire à Bremen, je pense, mais il ne le fera pas sur un match où on devait encore logiquement prendre minimum un point, quoi. Donc, et encore, je ne suis même pas sûr qu'à Bremen, il fasse une rotation. Mais bon, si, je pense qu'il va quand même le faire, quoi. Pour remercier quand même. Il y a des mecs comme Alex Mayer qui méritent. Mais non, moi, j'avais juste pas mis Inacio. Autrement, le reste me paraissait couler de source. Je veux dire. Donc, voilà. Mais bon, je pense que à Bremen, il y aura une rotation, je pense, quoi. Après, je ne suis pas sûr que Zule soit titulaire, parce que je crois que physiquement, il ne tiendra de toute façon pas, alors je veux dire. Mais bon, il peut rentrer, quoi, je veux dire. Mais bon, je vois bien des mecs comme Meyer jouer, Euskan au milieu, quoi, je veux dire. Après, c'était de toute façon une composition pour nous assurer la seconde place, clairement. Ouais. Et la seconde place est acquise. Le score, le voici. Le BVB remporte ce match 3-2 contre l'Eintracht Francfort. On va débriefer du match. Comme vous le sentez, les gars, première mi-temps, seconde période ou pas, parlez de un peu ce qui vous passe par la tête. Moi, j'ai des chiffres à vous donner si jamais, j'ai des images à vous montrer. On va commencer avec les gars qui étaient sur place. Vincent, je vais commencer avec toi parce que, en fait, on voit que Can Uzun a marqué à la 2e minute de jeu, donc ça veut dire qu'il a marqué à 0-1, 2 points, X nombre de secondes, immédiatement dans le dur. Est-ce qu'on se dit, oh putain, on va vivre un enfer? Ouais, moi, ça va être assez compliqué pour moi de débriefer en deux parties parce que j'étais déjà pas mal éméché. Mais j'ai quand même suivi le match, faut pas croire, parce qu'après je me suis quand même calmé avec l'alcool, avec la bière. J'ai le sentiment à travers l'ambiance et puis l'état d'esprit autant positif, aussi positif qu'elle est dans le stade qu'on allait tout arracher.
Et j'ai très très vite été calmé par le premier but d'Ouzoun. Hein. Donc je me suis dit, bah effectivement, la soirée va être un enfer. Hein. Ça va être encore une fois, on va retomber dans nos travers avec un non-match où on va essayer d'égaliser, nous faire poireauter jusqu'à la 85e minute pour essayer d'aller chercher l'égalisation. Ça va être un match, une super ambiance, mais ça va être un match de merde. Mais au final, ça a été vraiment tout le contraire en termes parce que c'était quand même assez spectaculaire. On a vu quand même Samuel Inacho avec une grosse activité. Il en loupe même une belle, hein, il me semble, de la tête, hein, si mes souvenirs sont bons, avec aussi une excellente frappe de Nmecha, mais ça, je crois que c'était en deuxième période. Il y a, ouais, on revient très très vite. Il me semble à la 3e minute après le temps additionnel pendant le temps additionnel de la première période, il me semble qu'on va chercher le 2-1. Ouais, on va chercher le 2-1 avec Sloty et le fameux but, ouais, là, celui-là, on pourra, ça, c'est un des moments que je n'oublierai pas de cette soirée. C'est, qu'on aura au moins pu vivre, j'ai pas envie de dire de bêtises, d'accord, mais la naissance d'un prodige, Samuel, qui va chercher le 3-1, ça fait trop plaisir à voir. Il s'est mérité et de toute façon, je pense que ce but-là, c'est ce qui va faire en sorte à ce qu'on le voit titulaire de manière définitive la saison prochaine. Je pense que c'est acté. Ça, c'est. Tu sais, moi, je me foutrais pas de ta gueule parce que je me souviens qu'après le match du Bayern, quand donc Samuel Inacio fait ses premiers pas en pro, tu disais, et tu étais le seul à dire, je pense qu'on le verra régulièrement d'ici la fin de la saison. Personne ne te croyait, moi y compris. La vérité, c'est qu'il enchaîne les matchs maintenant. Il a même mis son premier but donc en professionnel. Donc écoute, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Franck, il y a beaucoup de choses à dire dans ce match. Le premier but, vous avez vu l'image. Comment Can Uzun arrive à être aussi seul que ça alors qu'il est au milieu de 5 joueurs de Dortmund pour frapper et mettre ce ballon hors de portée de Gregor Kobel. Deuxième minute de jeu, 1-0 pour l'Eintracht. Derrière, on va revenir. Mais si on est honnête, ça avait tout pour être un match cauchemar, en tout cas dès le départ. Pourquoi on se retrouve seul? Qui a fait le boulot? Modaoud. C'est Modaoud qui fait tout. Et c'est Modaoud qui attire 3-4 joueurs sur lui. Bon, il s'en sort par une pirouette et un petit contre et compagnie. Et après, le jeu Francfort est très placé, du geste parfait. Donc là, c'est vrai qu'on s'est tout de suite dit, on s'est regardé, on allait vivre la suite des 2 ou 3 derniers matchs où c'était des touches complètes. Et non, parce qu'au bout du compte, je trouve que l'équipe a tout de suite bien réagi en avant. Après, ça n'a pas tout de suite été formidable. Mais est venue l'égalisation à la 41e ou 42e, hein, c'est ça. Hein, ouais. Et 42e, ouais, franchement, c'est un ballon dégagé en cloche que récupère Brandt avec son habilité technique parce qu'il était entouré de 2 joueurs et il le récupère très bien. Il décale, je crois, Ryerson après, hein, c'est ça. Et Ryerson, Sabitzer. Ouais, et super centre hein, aussi. Et là, le geste parfait de l'attaquant, on peut dire, de Guirassy. Très beau but, quoi, hein, je dirais. Franchement, formidable, quoi. Et après, on marque tout de suite aussi le deuxième dans la foulée, quoi, hein, je dirais. Ça a un peu, je veux dire, lancé le match dans les tribunes et c'était bien, quoi. Il y avait une bonne ambiance. On n'a pas douté parce que je trouve que l'équipe est allée tout de suite de l'avant, quoi. Hein. Franchement, c'était bien. Quoi. La première mi-temps, moi, j'ai bien aimé. Quoi. Je veux dire, c'est pas non plus une mi-temps d'anthologie, mais on avait l'impression qu'ils avaient à se faire pardonner le non-match de Gladbach et quand même que c'était la dernière à domicile et ils voulaient quand même faire bien. Tout n'a pas été bien, mais je trouve que quand même l'esprit était positif et l'allant en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on mis le 3-1 et après on se fait rejoindre un peu 3-2. Mais je trouvais qu'on dominait quand même les débats. C'est un Francfort qui est malade, hein, on sait. Ils ont des problèmes internes, je veux dire. On a bien vu sur le but de Burkhardt,
il a fait un petit signe à Herrera pour lui dire qu'il avait perdu toute sa graisse. Bon, bref, quand je veux dire, ils ont des problèmes en interne, ça se voit. D'ailleurs, il est encore toujours maintenu l'entraîneur de Francfort. Bon, tant mieux pour eux ou pas. Je veux dire, c'est pas Parce nos que ça affaires. change. Hein. Ouais, tout à fait. Je dirais, eux, voilà, ouais, c'est le but de Johnny Burkhardt. Je veux dire, ça nous a fait un peu trembler pour la fin, mais bon, on l'a géré. Je trouve que, voilà. Comme dit, c'était un bon match. On a déjà vu beaucoup mieux. Ils ont fait les efforts pour un peu faire une bonne dernière prestation à domicile. C'est bien parce que ça a positivé tout notre déplacement sur ce vendredi 8 mai. Quoi. Je trouvais que c'était sympathique. Quoi. On en gardera un bon souvenir, quoi qu'il arrive, surtout parce qu'on était pas mal à se déplacer. Il en manquait certains, dont mon frérot, qui sans lui, c'est jamais pareil pour moi. Et là, j'avais ma fille, mais bon, après, il y avait d'autres personnes. On ne peut pas toujours faire des sacrifices. Joël en a fait un la semaine dernière qui était, je crois, pire que le nôtre, parce que lui, franchement, il a vu une belle daube. Il était seul, et je sais ce que c'est. J'en ai fait. Mais là, franchement, la fête était belle, quoi. Je veux dire, on gardera un très bon souvenir de cette rencontre, quoi. Ouais. D'accord. Je crois que tu as dit qu'il était seul. Alors, à ma connaissance, il était avec sa femme, mais bon, d'accord. Oui. Pardon. Ça compte. Elle n'est pas là, elle n'a rien entendu, donc je ne relève pas. Puis c'est pas Maxime qui anime, sinon je l'aurais placé, mais donc c'est bon. Non, je voulais dire par là qu'ils ont fait le déplacement seul, je veux dire. Et c'est quand tu as des heures de route et tout, et que tu vas bosser, parce que moi, l'histoire du 8 mai, c'est que je suis reparti, je suis rentré à 5h du mat, hein, et j'ai bossé à 6h30, quoi, hein, je veux dire. Donc, je sais ce que Joël a fait. On a souvent fait des sacrifices comme ça, Vincent aussi. On est des beaux malades pour voir quelquefois cette bande de débiles, mais bon, je veux dire, on aime le club, on fait tellement de sacrifices, mais je trouve qu'ils nous ont bien récompensés sur ce match-là. Je veux dire, ça n'a pas toujours été le cas cette saison, mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment un week-end total, complet, vraiment agréable, quoi. Ouais, c'est important de préciser que pour la dernière à domicile, on a retrouvé beaucoup de choses dont on a manqué en fait ces dernières semaines, de l'envie, de l'intensité, du jeu direct. Moi, j'ai trouvé que le ballon, il ne s'arrêtait jamais de rouler. Il n'y avait pas de moment réellement statique. Il y a des mecs qui ont fait des super action, on va dire, un petit peu prestigieuse, parce qu'on parle d'un collectif, parce que le collectif a marché. Mais pour moi, Brandt, il fait un match de fou furieux. Sabitzer est excellent. Job Bellingham aussi. Inacio également. Le match de Bayer, c'est un truc assez phénoménal, le match de Maxi Bayer. Joël, on a parlé du but de Guirassy, on a parlé du but de Schlotterbeck, on a parlé du but d'Inacio aussi. Cette image-là, est-ce que c'est l'une des images de la saison? Ah, de la saison? Ouais, quand même, parce que quand t'es gamin, t'as 18 ans, tu marques devant la Sud, ouais, tu dois prendre un pied assez extraordinaire. Parce que, et en plus, c'était Inacio qui avait marqué son premier but aussi face à la Sud et qui était allé célébrer. Reggiani. Reggiani qui avait célébré avec Inacio. Donc, ouais, l'image est belle. Tu peux mettre les deux, en fait. Tu peux mettre celle-là et celle de Reggiani qui marque. Ouais, puis voilà, c'est des gamins, ils ont 18 ans. Nous, qu'est-ce qu'on faisait à 18 ans? Moi, j'étais en apprentissage. C'est ce que je disais la dernière fois. Moi, je glaçais des éclairs. Les mecs, ils mettent un but devant 25 000 personnes. Mais c'est un rêve de gosse pour eux. Et même ce serait un rêve de gosse pour nous. Hein. C'est l'image de la saison. Ouais. Une des images. C'est l'une des images. Et surtout, il fait un truc qui n'est pas simple. Il réussit sa célébration, glisser genoux sur le gazon. Beaucoup se pètent la gueule sur ce genre là, de s'il fait la même, en fait, il a les yeux, il peut se crever les deux yeux et plus jamais jouer au football. Donc, c'est super. C'est genre, si Vincent l'avait fait, ça serait arrivé normalement, tu vois. Donc... il l'a réussi. Et donc, voilà, si on doit faire un petit peu un récap de tout ce match-là, parce qu'on est là, il y a eu des adieux émouvants. Tous les mecs qui partent ont eu leur moment de gloire. L'acclamation de Julian Brandt au moment de sortir, c'était hyper émouvant. Le fait que Niklas Süle rentre et remplace le futur peut-être Luca Reggiani. Est-ce que Joël, c'est un match qui a abouti à 100%. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves quelque chose à redire en fait sur la prestation de Dortmund sur le match contre Francfort? Alors oui, après, on va toujours dire à la télé et au stade, on voit pas la même chose. Moi, j'ai trouvé la première demi-heure assez compliquée de Dortmund. Pour moi, tu as la première demi-heure
et après. Parce que je trouve qu'en fait, on a été bon quand Francfort a commencé un peu à baisser le pied. Oh merde. Ouais, a commencé à baisser le pied. Là, on a été très bon. Oui, comme tu dis, on a fait des gestes de classe. Le but de Guirassy, c'est un vrai but d'attaquant. C'est un but numéro 9. Hein. C'est vraiment un geste d'attaquant. Hein. Parce que il y en a pas beaucoup qui peuvent le mettre. Hein? C'est un but à la Kane, ça. Ouais, ouais. C'est vrai. Ouais, c'est un vrai but de neuf. Et ouais, la première demi-heure, moi, je l'ai trouvé un peu plus compliqué à rentrer dedans, hein, à trouver des solutions vers devant. Et comparé à, comme a dit Vincent, non, Francfort, non, c'est pas des peintres, parce que la première demi-heure, pour moi, ils nous l'ont mis un petit peu profond quand même. Hein. Après, j'ai noté, qu'est-ce que j'ai pu noter d'autre? J'ai pu noter aussi cette frappe-là de Ruerzon. Celle-là, il doit faire mieux parce que vraiment, il tire sur le gardien. On a cette frappe de Sabitzer. C'est surtout pour illustrer que j'ai trouvé que les combinaisons offensives étaient variées. On a vu on a vu du centre, typiquement comme celle-là, où Inacio, pour moi, il doit la mettre, mais je veux dire, voilà, mais le but de Guirassy, ça vient d'un centre. Le but de Inacio, qui est celui-là, ça vient d'un centre de l'autre côté et d'un excellent débordement de Maxi Bayer. Et on a le but de Schlotterbeck, que je vous retrouve tout de suite, qui est ici. Mais regarde la différence aussi entre on va comparer au match de Gladbach, parce que au match de Gladbach, les centres, ils finissaient très très loin de la surface. Hein. Quand on a vu certains centres de Ryerson dimanche dernier, et là, les centres, tu avais de la précision, et tu avais aussi des mecs pour les récupérer, mais déjà, les centres étaient dangereux, puisqu'ils étaient au moins dans la zone des 16 mètres. La semaine dernière, les mecs de Gladbach, sur les centres, hein, ils pouvaient arrêter, hein, il n'y en a aucun qui est arrivé. Hein. On voit déjà rien qu'une différence là aussi, on crée du danger quand on réussit nos centres, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Dans les statistiques que j'ai pu noter, il y a notamment 26 ballons touchés dans la surface adverse. C'est énorme, 26 ballons touchés dans la surface adverse. Les jeux de combinaison, ça a quand même bien marché. 468 passes réussies. On a malgré tout eu le tempo du match. Et il y en a une autre qui me plaisait bien, c'était au niveau des duels, un truc sur lequel on revient souvent, mais par exemple, au niveau des duels aériens, c'est 68% pour Dortmund, seulement 32% pour Francfort, seulement 7 petits duels gagnés dans les airs par Francfort. On a été vraiment impériaux dans ce domaine-là. J'aime bien le faire. Alors, bon voilà, Salihowskan est rentré, il a pu être acclamé. Niklas Süle, il a joué 5 minutes. Alors, 5 minutes compliquées, hein, on va pas se mentir que il a vraiment joué sur une jambe. À un moment donné, il fallait courir, il a pas pu. C'était vraiment pour venir se faire acclamer par la Sud-Tribune. Et c'est tout à l'honneur de Kovac de l'avoir fait, c'est sympa. Franck, les adieux de Julian Brandt, qui arrive un petit peu tôt dans le match, avant la 70e, c'est un petit peu tôt. Raconte-nous un peu cette émotion dans le stade pour un joueur qui a passé 7 années en jaune. 7 ans en jaune, 7 ans compliqués pour Julian Brandt. Il n'aura jamais... Le problème, c'est qu'il faisait 1-2 matchs et après, 3-4 trucs. En tout cas, il sort sur une grande acclamation. Merci pour tout ce qu'il a fait. Un joueur de génie, un joueur technique et ça se sentait qu'il va manquer quand même au Westfalen. Je reste sur mon avis, je pense comme beaucoup de personnes, c'est mieux pour lui. C'est mieux pour nous aussi, je pense. J'espère qu'il trouvera une destination où il pourra vraiment éclater parce que c'est un joueur de talent. Hein. Il a du football dans les pieds. Je crois que c'est même un des seuls dans l'équipe qui est capable de faire, je veux dire, autant mettre un but d'anthologie comme il avait fait contre Leipzig, des passes, je veux dire, éclairs, qui arrive à passer quelquefois 2 passes de ligne défensive. Et c'est un joueur peut-être pas trop compris non plus, quoi, je veux dire. Un qui ne s'est jamais plaint. Après, Julian, c'est l'électroencéphalogramme plat, je veux dire, au niveau, il ne s'énerve pas et tout, on le voit. Il a eu une période, un moment très compliqué, mais franchement, il va me manquer. Et je pense qu'un numéro 10 comme lui, on ne va plus en retrouver un de sitôt. C'est un joueur qui il n'y en a pas beaucoup en Bundesliga. Je me demande s'il y en a encore, quoi, je veux dire. Et voilà, bon vent à lui. Et je pense qu'il a eu une acclamation comme il le méritait. En tout cas. À un moment donné, Pat Guillou, il explique au micro de BI que Julian...
Ah pardon, excuse-moi. Je t'entendais plus. Vous avez bugué ou c'est moi qui ai bugué? Non, c'est bon. Non, c'est lui qui a bugué. Ok, pardon. Patrick Guillou disait au micro de Bein que Julian Brandt était l'un des joueurs les plus intelligents dans le jeu de la Bundesliga. Je crois qu'il n'y a rien de faux dans cette phrase-là. Ouais, et tu disais, est-ce qu'il y a encore des joueurs comme lui en Bundesliga de numéro 10? Écoute, gardons cette phrase de côté, parce qu'au moment de parler du Werder Bremen, moi j'ai peut-être un mec à défendre, mais ça on va en parler tout à l'heure. Vincent, on va clôturer ce débrief sur l'Eintracht. J'aimerais juste avoir, traditionnellement, avant de passer au sujet suivant, ton homme du match. Eh ben, j'ai pensé à la question, figure-toi, juste avant le débrief. Et pour moi, vous allez peut-être trouver ça un peu vite dit, mais je pense pas. Il y en a que un qui ressort du lot, c'est Inacio. Et d'ailleurs, je crois même qu'il est homme du match, officiellement. Hein. Je crois qu'il a été élu par le sondage en ligne, effectivement, Inacio. C'est pas une mauvaise réponse. Joël, un avis sur ça? Pour une fois, ils ont... c'est compliqué, là. Inacio, parce qu'allez, il met un but et il a une grosse occasion, mais tu peux en mettre plein. C'est compliqué, là, sur ce match, d'en sortir un plus que les autres. Mais Inacio pour le but. En réalité, je les ai tous trouvés très bons, à l'exception de Reggiani, que j'ai pu trouver inquiétant. Et notamment sur les 2 buts, en fait. Sur les 2 buts, je trouve que Reggiani, il est très, très, très léger. Encore une remarque qui a été faite par Pat à l'antenne. Reggiani, très à l'aise quand il n'y a pas la pression sur lui. Dès que tu joues dans l'urgence, tout de suite, il y a une montée de stress qui se fait ressentir, peut-être par le jeune âge, l'inexpérience, tout ça, c'est normal. Mais c'est certaines limites. Et s'il faut en dénoter un, pour moi, c'est peut-être lui par rapport aux autres. C'est marrant parce que moi, j'ai une autre réponse par rapport à vous. Franck, je t'écoute. Moi, alors émotionnellement, on va le donner à Inacio, malgré que je suis pas. Voilà. Je pense pas qu'il a fait un plus grand match que d'autres. Mais si je dois le donner à quelqu'un, je le donne à Brandt. Ok, d'accord. Il a été extraordinaire, Julian Brandt au milieu, il a été brillant. Ouais. Pour le premier but, William a été très bon. Ouais. Oui, mais tout le milieu de terrain, moi j'ai trouvé très bon. Sabitzer a été très bon, Bellingham a été très bon. Mais je vais le donner à Julian pour une partie émotionnelle parce que c'était son dernier match. Sur le premier but, ce qu'il fait entre 2 joueurs de Francfort, techniquement c'est très fort, il n'y a que lui qui peut le faire. Et je l'ai trouvé très bon sur beaucoup de choses, quoi. Et je trouve qu'il a fait un gros match. Et après, c'est vrai que toute l'équipe, mais surtout le milieu de terrain a été très bon. Mais je le donne à Brandt. Ok, Julian Brandt, que j'ai trouvé aussi effectivement extraordinaire, mais c'est marrant parce que moi j'ai encore un autre gars. On va en parler. Ouais. Pour moi, c'est ni Inacio ni Brandt. Pour moi, ça aurait été plutôt Maximilian Bayer, que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Je veux dire, Litsu Doan, on l'a pas vu du match. Doan a été absolument éteint. Et à noter quand même, double passe décisive pour Maximilian Bayer. Au niveau des chiffres, forcément, ça compte. Est-ce que pour vous, dans votre hiérarchie, derrière Inacio, derrière Brandt, Bayer, il est genre encore un peu loin, ou est-ce qu'il est dans la balance? Joël? J'avais même pas remarqué, tu me dis 2 passes décisives, j'avais même pas vu qu'il en avait mis 2. Une, oui, mais pas la deuxième. Il a fait aussi un gros match sur le côté gauche. Puis ça va vraiment être de la concurrence pour Svensson. S'il continue à ce niveau-là, et que Kovac continue comme ça peut être de la concurrence parce que effectivement, il a été très très bon et puis Svensson en ce moment est très très mauvais. Donc c'est ce que disait Vincent il y a 2 émissions. Non, c'était à l'émission d'avant au moment où on débriefait les compos. Bayer titulaire à ce poste, il disait est-ce qu'il a un jour été mauvais? Bon, oui, contre Gladbach, il a été vraiment mauvais, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il a toujours été très très bon en fait à ce poste. À voir ce que Kovac fera contre Brême et à voir à quel point ça pesera dans la balance la saison prochaine, voire même comment considérera Nagelsmann, parce que Nagelsmann était au stade pour observer Bayer et d'autres, bien sûr. Pour observer Vincent, on va passer aux résultats de la journée. Alors, les résultats de la journée, si je ne me trompe pas, hop, ça va être ça.
Voilà. Donc, nous avions ouvert le bal avec cette belle victoire à domicile, 3-2 contre l'Eintracht. Leipzig qui gagne et qui, il me semble, on le verra après, mais je crois qu'ils sécurisent leur 3e place, en l'occurrence, contre St. Pauli. Donc, on l'a pas dit, c'est vrai, parce que ça paraît anecdotique, mais ça l'est pas. Le Borussia Dortmund est vice-champion d'Allemagne. Et donc, si le Bayern Munich remporte la finale de DFB Pokal, nous aurons une Super Coupe d'Allemagne 2026. Bayern Dortmund, c'est un trophée qui se gagne en un match. Donc on prend de la supporter de Bayern, je sais pas, mais en tout cas c'est ça dans l'intérêt du club, pourquoi pas. 3e match, le VfB Stuttgart qui gagne contre Leverkusen, et ça c'était peut-être le résultat le plus important de la journée parce que Leverkusen a beaucoup perdu. On va le voir au classement juste après. Il y en a d'autres des résultats plus importants, tu verras. Il y en a d'autres. Le FCA Augsbourg qui gagne à domicile contre le Borussia Mönchengladbach. Offenheim qui gagne contre le Werder. Offenheim qui ne lâche pas dans cette fin de saison et qui peut encore jouer. Le Bayern qui gagne sur la pelouse de Wolfsburg. Et donc aujourd'hui, nous avions Hambourg qui a gagné contre Fribourg. Fribourg qui lâche et qui met tout pour l'Europa League. Évidemment, on sera derrière eux, le SC Fribourg, nos amis de Fribourg. Non, ils ne mettent pas tout derrière l'Europa League parce que la semaine prochaine, ils peuvent valider quand même une place européenne en gagnant contre Leipzig. Oui, c'est vrai qu'ils ont de l'avance. Ils ont 1 point d'avance sur Francfort. Donc, s'ils gagnent, ils sont sûrs d'être européens. Après, ils peuvent être encore maxi européens en plus s'ils gagnent, bien sûr, leur finale européenne. Ça serait beau, mais pour l'instant, il serait. La 7e place, c'est pour la conférence, en l'occurrence, en Bundesliga. Donc, de la conférence à la Champions, peut-être que leur choix aussi est fait. Et ce serait beau parce qu'ils sont donnés quand même vachement perdants contre Aston Villa. Mais on les suivra, Fribourg contre Aston Villa. Heidenheim qui s'est imposé tout à l'heure sur la pelouse de Cologne. Et le dernier match, alors est-ce que quelqu'un est devant? Est-ce que quelqu'un est devant Mainz? On s'en fout. On s'en fout. C'est vrai qu'on s'en fout. Le classement, donc. Que ce que j'ai dit la semaine dernière, j'avais dit si Heidenheim gagne à Köln, on va avoir, regardez en bas, vous avez 3 équipes à 26 points et un fameux St. Pauli, Wolfsburg, et Heidenheim joue à domicile contre Mainz. On va valoir le coup. Et t'imagines si Heidenheim avait gagné la semaine dernière à Munich sans ce but. Ils auraient leur destin en main. Ce but venu d'ailleurs. Et à noter une chose aussi pour Heidenheim, aujourd'hui, Ramage n'était pas dans les buts, c'est Feller qui a pris sa place. Ouais, on va en parler juste après l'audience Ramage. Ok, ça marche. Donc, pour le classement, le Bayern champion, on va plus l'évoquer. Le BVB vice-champion, le RBL seront donc 3e, ils ne peuvent pas faire mieux, ils peuvent pas faire moins bien que ça. La 4e place, il y a un très 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 gros duel entre Stuttgart, entre Offenheim, entre Leverkusen. Ce sont 3 équipes pour une place. Laquelle de ces 3 équipes-là va prendre ce 4e billet pour la Champions? Tout est encore possible en réalité. Ensuite, donc Offenheim et Leverkusen, franchement, les places 5 et 6, les 2 équipes qui finiront là, ce sera les perdants, quoi. Parce que vraiment, ils voudront finir 4. Si c'est Offenheim et Leverkusen, ils seront juste deg d'avoir fini 4e. Fribourg, comme tu le disais, Franck, Fribourg qui est devant l'Eintracht, à 1 point devant l'Eintracht pour cette fameuse place en Conference League. Et après, le ventre mou, on va le sauter et on tombe donc dans cette fameuse 16, 17, 18, cette valse à 3. Laquelle de ces 3 équipes sera barragiste? Ça, c'est tout l'enjeu de la J34. Et la J34, si vous me laissez 2 secondes, la voici. T'imagines, même Augsbourg peut être européen. Oui, ils peuvent prendre la conférence, effectivement. Voilà. La voici, la J34. Donc, nous avons un solide Eintracht Stuttgart. Si Stuttgart gagne, ils sont en Ligue des Champions. Voilà. Mais en même temps, si Francfort veut être européen, ils sont obligés de gagner aussi. Ou nul peut-être si Fribourg perd. Mais ça va être un énorme match, cet Eintracht Stuttgart. Mais Fribourg, nos amis fribourgeois, ils vont accueillir Leipzig. Un Leipzig qui peut-être sera au ralenti, parce que eux, leur saison, elle est terminée, comme la nôtre, comme celle du Bayern aussi. Fribourg a beaucoup à jouer pour sécuriser cette 7e place, comme peut-être, comme on pourrait dire ça, c'est un filet de sûreté, quoi, la 7e place en Conference League. Le déplacement de Dortmund au Werder, ça on en parlera juste après. Gladbach, Offenheim, pareil, Offenheim qui va jouer le résultat de la saison sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, qui eux sont pour le coup d'ores et déjà maintenus. Union Berlin contre Augsbourg. Augsbourg seront-ils européens? Alors il faudrait quand même un certain concours de circonstances, mais s'ils gagnent à Berlin,
pourquoi pas, ils reviennent de loin aussi, nos amis de Augsbourg. Et le duel vraiment de la mort, Zank Paoli, VfL Wolfsburg, malheur aux perdants, et puis Heidenheim contre Mainz. Les matchs à suivre, il y en a beaucoup. Alors, tous les matchs vont se jouer le samedi qui vient à 15h30, traditionnellement Bundesliga, mais clairement, St. Pauli, Wolfsburg et Eintracht Stuttgart, c'est à ne pas rater. Oui, Franck. Alors, imaginez, St. Pauli, Wolfsburg font match nul, Heidenheim gagne à domicile, c'est Heidenheim qui va s'en sortir, s'en sortira pour jouer les barrages, et nos deux autres amis vont plonger en Zweite Bundesliga. Après, il y a beaucoup de scénarios, quoi. Je veux dire, on pourra. Il faudra être devant le multiplex et même pas devant Brême Dortmund. Ouais. Alors, oui. Pour ma part, je ne verrai ni rien. Je serai à Freiburg. J'ai 2 billets pour aller voir Freiburg-Leipzig parce que je vais soutenir ce dernier match vu que nous, on joue rien. Je vais soutenir nos amis de Fribourg et j'espère qu'ils vont battre le Leipzig et assurer, quoi qu'il arrive, une place européenne. Et en leur espérant le meilleur pour leur finale contre Aston Villa, même s'ils ne sont pas favoris, mais ils ont un grand cœur. Bien sûr, ouais. Fribourg qui peut vraiment s'assurer cette 7e place. Il faudra avoir l'œil effectivement à Francfort aussi, mais si Francfort perd contre Stuttgart et Stuttgart a tout intérêt à gagner s'ils veulent jouer cette fameuse Ligue des Champions, Fribourg sera donc 7e en attendant de peut-être venir à bout d'Aston Villa et à ce moment-là d'être encore une fois européen. Beaucoup de scénarios qui sont possibles, une J34 qui sera assurément passionnante et on sera là pour la débriefer cette J34. On va quitter un petit peu. Oui, pardon, vas-y. Et on parle de dernière journée emballante, la dernière journée en Zweite Bundesliga. Ah ouais. Wow, je te laisse. Evelsberg a eu la bonne idée de perdre, de griller un joker, et donc tu as le 2e, le 3e et le 4e qui ont le même nombre de points. Qui a 59 Magnifique. points. Ouais. Donc Evelsberg, Paderborn et. Il faut regarder la Bundesliga, il faut regarder la première et la deuxième dans cette dernière journée. Ça va être un. Parce que si Evelsberg avait gagné, ils montaient pratiquement à cause du goal average et ils se sont foirés 3-1 à Düsseldorf qui jouait pour le maintien. Donc, c'est juste pour dire qu'il y aura du suspense partout. La dernière journée est plutôt favorable à Evelsberg qui joue à domicile, alors que Paderborn se déplace, et Hanovre, je ne sais plus. Mais ça risque d'être aussi un joli. Et là, ça jouera le dimanche, quoi, donc le jour d'après. C'est très beau parce que pour notre prochaine émission, donc pour le débrief du Werder Brême, nous n'aurons pas de preview de notre prochain adversaire puisqu'il n'y a pas de prochain adversaire, la saison se termine. Donc on parlera longuement de cette saison de Bundesliga, des qualifiés, des gagnants, des perdants et on fera forcément un petit virage du côté de la Zweite Bundesliga où cette J34, c'est un véritable coupe-gorge dans la deuxième division allemande. Il est temps de passer au sujet suivant. Le sujet suivant... Pardon, là j'ai fait n'importe quoi. Le sujet suivant, c'est celui-là. Messieurs, on va parler de Niklas Süle. C'est la tribune publique pour remercier un joueur qui a porté nos couleurs pendant 4 ans, si je ne me trompe pas. Un grand joueur international allemand. Et avant de vous laisser la parole, je vais vous donner Niklas Süle en chiffres. C'est important parce que les chiffres sont importants. Niklas Süle, en tout et pour tout, c'est 300 matchs de Bundesliga, 55 matchs de Ligue des Champions, 5 matchs de Super Coupe d'Allemagne, 2 matchs de barrage de Bundesliga. Le saviez-vous, au tout début de sa carrière avec Hoffenheim, il a joué les barrages de Bundesliga. Un match contre Liverpool. Ouais, c'est vrai, contre Liverpool. Ouais, voilà, c'est ça. C'était contre Kaiserslautern, je crois. Non, tu m'as dit Ligue des Champions. Non, il a dit barrage de Bundesliga. Bundesliga. Allô. Pardon. Voilà, moi, j'ai coupé son son, il ne nous emmerdera plus. Un match de Super Coupe de l'UEFA, donc ça, c'était contre Liverpool, effectivement. 55 caps avec la Mannschaft, un joueur forcément qui compte. Au total, c'est 19 buts, 15 assists pour Niklas Süle, 171 matchs avec le Bayern, 117 avec Hoffenheim, 110 avec Dortmund. Et au niveau du palmarès, évidemment, c'est gargantuesque. Alors, il a tout gagné, tous les trophées que je vais citer, c'est avec le Bayern, mais notamment une Ligue des Champions, celle de 2020, 5 Bundesliga, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, tout ça avec le Bayern, une Super Coupe de l'UEFA en 2021 contre Liverpool, effectivement, 2 Coupes d'Allemagne, 2019 et 2020. Il a aussi gagné le titre de champion du monde des clubs
avec le Bayern en 2021, donc dans l'ancienne édition, pas celle qu'on connaît depuis l'été dernier, et 4 Super Coupes d'Allemagne, 2018, 2019, 2021, 2022, et il est également titré avec la Nationalmannschaft une Coupe des Confédérations, à l'époque où ça n'existe plus cette compétition, c'était en 2017. Je vais libérer Vincent de son mutisme. Tout ça, c'était pour les chiffres de Niklas Süle. Messieurs, c'est l'occasion pour vous de dire ce que vous pensez de ce joueur, de sa carrière, qui donc s'arrêtera. Les motivations, on peut les évoquer. L'interview est longue et passionnante à lire, honnêtement. On ne va pas la décortiquer, mais la raison principale du retrait de Niklas Süle du football professionnel et de l'univers sportif à haut niveau, c'est surtout en fait la peur pour son propre corps, la peur pour sa propre santé. Son corps ne suit plus. Il a craint très très fort que c'était une nouvelle rupture des ligaments croisés, la dernière blessure qu'il a eue le mois dernier. C'est pas ça, heureusement pour lui, mais c'est a priori à ce moment-là, après les IRM qu'il a passé, que sa décision a été prise. Il a expliqué avoir pleuré pendant une dizaine de minutes sous la douche, et en sortant de la douche, il a su que c'était terminé. Vincent, s'il faut parler de Niklas Süle, c'est le moment ou jamais. C'est à toi. Alors oui, effectivement, parmi les chiffres que tu nous as donnés, c'est déjà une grosse carrière de la part de ce joueur. Mais moi, je suis un peu un chauvin en ce qui concerne mon club. Faut savoir que de manière générale, j'adore le foot, mais tout ce qui touche aux autres clubs, j'en ai rien à branler. Moi, il y a que Dortmund qui compte pour moi. Et moi, je vois ce qui se passe dans mon club avec mes joueurs. Et il va beaucoup me manquer parce que c'est quand même un sacré bonhomme. C'est ça, on va dire, de par sa prestance, il est jamais vraiment passé inaperçu au sein du club, mais il a jamais sur le plan footballistique, il m'a malheureusement jamais marqué, à part une fois lors d'un match dont j'ai fait le déplacement contre le PSG où il fait un sauvetage mais de classe internationale qu'on voit encore passer un petit peu dans les fils d'actualité sur les différents réseaux. Mais moi, la seule chose que je lui souhaite, c'est de retrouver un train de vie un petit peu plus, une santé un petit peu plus positive. Je pense qu'il a bien gagné sa vie. Bon vent à lui. J'espère que ce sera toujours dans le football. Maintenant, dans quel sens, je ne sais pas. Il va malheureusement pas me manquer autant que Julian Brandt et consorts, mais ouais, je lui souhaite bon vent et puis bravo pour ta carrière, Niklas. Carrière absolument immense. C'est vrai que finalement, ce qu'on retiendra, nous, un peu personnellement, du côté de Dortmund, c'est peut-être la pire partie en fait de sa carrière. Prise de retraite à 30 ans seulement. Dans le foot d'aujourd'hui, c'est jeune, 30 ans. De mémoire, là, comme ça, à Dortmund, je me souviens d'André Schürrle qui l'avait pris juste avant ses 30 ans. Mais c'est très prématuré. On sent que, de toute façon, même ça se voyait que son corps ne suivait plus. Joël, s'il faut parler de Niklas Süle, j'ai donné les chiffres. Je te laisse exprimer ton opinion. Chez nous, on peut dire c'est un sentiment un peu d'inachevé, le transfert de Süle, pour rester politiquement correct, parce qu'il nous aura coûté beaucoup de sous et pour un ratio finalement largement négatif. La balance, elle penche du mauvais côté. Il y a eu énormément de blessures. Il a jamais retrouvé le niveau qu'il avait quand il était au Bayern, et que au Bayern, lui, ça a été un patron de la défense du Bayern. Mais il faut jamais oublier que si le Bayern te laisse partir libre, c'est qu'il y a toujours quelque chose derrière. Hein. Les mecs, on peut prendre l'exemple avec Alaba au Real de Madrid. Hein, ils l'ont laissé partir libre. Le Real pensait faire une bonne affaire. Il est blessé tout le temps. Nous, on a la même chose avec Süle. Il a une carrière que je pense plein de joueurs rêvent d'avoir autant de trophées. Bon, après, quand tu joues au Bayern, c'est un peu plus facile d'avoir ce palmarès que quand tu joues à Dortmund. Mais ça a été je me souviens de lui à Hoffenheim et au Bayern, ça a été un patron de défense, ça a été un très, très, très bon joueur. Chez nous, il y a un sentiment, comme dit, d'inachevé, un sentiment partagé entre, prends ta retraite, parce que après, il est assez grand, tu vois que physiquement, il y arrive plus.
Et ouais, mieux vaut arrêter là et puis dire bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis tu gagnes assez bien ta vie pour profiter de tes enfants et de ta famille que de continuer absolument, que ce soit en 2e ou en 3e division, et te faire les croisés ou autre chose, et de finir dans un anonymat le plus total. Là, au moins, tu as pu partir devant 80 000 personnes. Tu as joué 5 minutes, mais j'espère qu'il en a bien profité. Et ouais, son interview, quand il parle du match perdu contre Mayence, et tu sens quand même qu'il a de l'amour pour Dortmund. Et sa fin de carrière est triste, mais c'était un peu couru d'avance, hein, que ça allait s'arrêter très prématurément avec Niklas. Donc maintenant, bon vent. Il me manquera pas, voilà, parce que comme d'autres me manqueront pas, mais voilà, c'est dommage pour nous. Il nous aura coûté beaucoup trop de sous pour le rendement. Alors, Niklas Süle, on rappelle, il arrive à Dortmund donc en 2021, donc c'est 5 ans, pas 4, je me suis trompé. C'est 5 ans. Il arrive gratuitement, tu l'as dit, avec un salaire donc de 10 millions d'euros par an. Ça, pendant longtemps, ça a toujours été, en fait, depuis qu'il est là, le plus gros salaire du club, en réalité. Donc, c'est 50 millions d'euros minimum, parce que je ne compte pas les primes qui ont été investies par Dortmund. 5 ans pour 110 matchs joués. Aujourd'hui, certains joueurs font ça en 2 ans. Franck, 300 matchs de Bundesliga, on n'est pas sur un joueur qui est tout à fait n'importe qui non plus. Maintenant, c'est évident que si on le ramène à l'échelle BVB, on n'en gardera pas un souvenir impérissable. Mais il faut quand même honorer la carrière de ce mec, parce que malgré tout, c'est 55 caps avec la Mannschaft. J'aurais dit. Alors, je me demandais avant son interview, j'aurais dit écoutez, je suis bien content qu'il se casse, c'est tant mieux. J'ai regardé son interview, je l'ai écouté. Il m'a vraiment touché. Donc, je rends hommage à ce grand joueur parce que c'est un grand joueur. Certes, chez nous, ça n'a pas été le cas. Mais ce qu'il a fait avant, il ne faut pas l'oublier. Il est né à Francfort, il a été formé à Hoffenheim. Le Bayern est venu le chercher à Hoffenheim. Quand le Bayern s'intéresse à un joueur, c'est qu'il a quand même des qualités. Comme a dit Joël, il a été un taulier au Bayern. N'oublions pas que c'était le 2e joueur le plus rapide dans l'évolution des sprints quand il était au Bayern. Donc, attention, il avait du potentiel, il y avait des qualités. Malheureusement, chez nous, ça a été un flop. J'en suis désolé pour lui. Mais je tiens à lui rendre hommage parce qu'il a eu 2 fois les ligaments croisés. Quand il a cette blessure à Hoffenheim, en plus à Hoffenheim, là où il a été formé, imaginez-vous que psychologiquement, pour lui, ça doit être quelque chose. Quand ils lui font du test du tiroir pour savoir s'il a les ligaments ou pas, il ne les a pas. Ce mec se dit, s'il avait eu ses ligaments une 3e fois, c'était une fin de carrière quasiment annoncée, quoi. Donc, lui préfère encore être sain un peu physiquement, on va dire, pas subir une 3e blessure des ligaments croisés. Ça met 1 an à revenir, et donc il savait, il a pensé, et je lui rends hommage là-dessus, à ses enfants, à sa famille. Il veut en profiter. Il a raison. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Je crois qu'il a donné. Il a donné le meilleur de lui-même, comme quelquefois le pire. Mais ça, c'est humain. Donc, merci Niklas, parce que je pense que c'était un joueur monstrueux. Malheureusement, chez nous, il ne l'a pas montré. Après, je veux dire, il a eu des salaires. C'est qu'il a bien géré son affaire. Peut-être nous, moins bien. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, je lui rends hommage parce que tirer sa révérence comme ça sur une fin de carrière qui est vraiment très douloureuse, quoi, je veux dire. Parce que c'est 4 ans, 5 ans, il ne nous a jamais montré son potentiel. Il marque contre Mayence, ok, il y a des gestes contre Paris, ok, mais bon, il ne restera pas un joueur de légende, malheureusement. Mais pour moi, il restera un homme de légende parce que sa décision, elle est honorable et je lui tire mon chapeau. Sachez une chose, il est quand même phénoménal pour l'interview qu'il fait, il vient avec 12 burgers. Vous l'avez vu, ça? Moi, je l'ai vu. Ouais. C'est un Uber, d'ailleurs? C'est un Uber Eats qu'il a cherché au McDo ou... Non, parce que le coursier n'est pas arrivé à temps. D'accord, ok. Donc,
il vient avec 12 burgers. Et l'interview se passait donc lui plus 5 personnes. Mais il précise tout de suite, et il les mange avant l'interview, hein, que sur les 12, lui, il en mange facilement 6. Donc les 6 autres, c'est pour les 5 autres personnes, quoi, je veux dire, quoi. Il est quand même phénoménal, je veux dire, parce que ça, personne ne l'a vu, mais moi, je l'ai vu. Et voilà, bon, bah, il a toujours été réputé pour ça, pour manger des donneurs après match, des kebabs, des trucs, tout ce que tu veux. De vivre, Il en n'aura fait. pas eu une hygiène de vie pour être une légende, c'est tout. Mais merci Niklas pour tout et je te souhaite le meilleur. Une hygiène de vie qui explique aussi une retraite aussi prématurée, puisque quand tu vois d'autres mecs qui sont beaucoup plus carrés, qui tiennent jusqu'à 38, 40 ans, c'est phénoménal. Je pense que lui, il en a jamais eu en fait l'ambition. Et puis, encore une fois, la terreur, le traumatisme des ligaments croisés ont eu raison de finir, on va dire, d'étioler son mental. Je pense qu'on le reverra pas dans le monde du foot. C'est mon avis personnel. Mais je pense que lui, il va juste profiter de sa femme, de ses enfants. Et puis, et nous, on s'en souviendra. Évidemment, on s'en souviendra. On le reverra probablement jamais sous le maillot jaune. Je le vois pas jouer avec les légendes un jour. Mais on s'en souviendra, bien sûr, de Niklas Süle. Quand tu vois certains joueurs qui sont dans les légendes, il peut très bien y jouer. Hein, parce que... Il prend la place de Park Jo-ho, peut-être. Voilà, on est d'accord. Bon, voilà pour Süle. Voilà pour Süle. C'était son moment à lui. C'était important, je trouve, de lui rendre. On va parler maintenant plutôt de l'avenir. L'avenir, ce n'est pas Süle, ce n'est pas Sébastien Kell. C'est peut-être ces 4 mecs-là. Diantre Amaï, Kjell Vetjen, Cole Campbell, Julien Duranville. Alors, avant de vous laisser la parole, messieurs, je me suis noté un peu tout ce qu'ont fait ces mecs pendant leur année de prêt. Alors, Diantre Amaï prêté à Heidenheim, dans les buts d'Heidenheim. Kjell Vetjen, au milieu de terrain, quoi qu'il joue un peu sur le côté, du côté de Bochum en Zweite Liga. Cole Campbell, prêté à Hoffenheim, ça a été compliqué pour lui, on va en parler. Et Julien Duranville, lui, prêté du côté de la Suisse à Basel. On va commencer avec Diantre Amaï, qui joue à un poste qui est malgré tout très particulier, parce que gardien de but à la fin, t'en as qu'un. Et si c'est pas toi, t'es juste tout le temps sur le banc. Ça joue du côté de Heidenheim. Cette saison, Diantre Amaï, c'est malgré tout 33 matchs, 33 titularisations et quasiment 3000 minutes jouées. Donc sur ce point-là, c'est un prêt qui est réussi. On l'a prêté pour qu'il joue et il a joué énormément. Et donc, on va pouvoir aussi analyser ce qu'a fait Diantre Amaï à Heidenheim. Pour moi, c'est un gardien qui est clairement double face. C'est comme si tu avais pris un numéro 10, comme si tu avais pris Maradona et que tu lui avais mis des gants et que tu lui avais dit tu vas jouer dans la surface de réparation. C'est un peu ça parce que j'ai comparé Diantre Amaï avec tous les gardiens de but du top 5 européen. France, Allemagne, Espagne, Angleterre, Italie, pour regarder où est-ce qu'il se positionnait dans toutes les catégories qui sont scoutables par Opta. Sachez, messieurs, que c'est le numéro 1 absolu, très loin devant tout le monde, en long ballon tenté, longue passe tentée. C'est le premier. Et c'est aussi le premier à avoir le plus grand nombre de passes vers le dernier tiers opposé. Le mec est une tour de contrôle. C'est un genre de Ederson, on va dire. Et en fait, malheureusement, à côté de ça, c'est aussi, parce qu'il est à Heidenheim, le 3e gardien qui a concédé le plus de expected goal. Donc, il s'est fait absolument mitrailler. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir voir ce qu'il vaut sur sa ligne, parce que il s'est fait mitrailler. Il n'y a que 2 gardiens en Europe qui ont concédé plus que lui. Et à côté de ça, dans la construction, on va pouvoir voir ce qu'on value, ces fameuses longues passes, ces passes dans le dernier tiers. C'est le 3e gardien en Europe à avoir tenté aussi le plus de passes courtes. C'est le 3e gardien à avoir réussi le plus de longues passes. C'est le 4e gardien en Europe à avoir touché le plus de ballons au pied. Il est 4e aussi en passe progressive, en passe derrière la dernière ligne adverse, en passe réussie. C'est le 6e gardien qui a subi le plus de tirs. Bref, je pense que vous avez compris. Diantre Amaï est un gardien qui s'est fait absolument allumer, mais qui, quand il a le ballon au pied, il est juste catégorie élite. Personne ne fait mieux que lui. La différence, c'est que, en fait, s'il est excellent dans un des secteurs de jeu, il est très mauvais dans le deuxième, parce que c'est le 106e gardien
à avoir fait un clean sheet. En fait, il a gardé sa cage à violet qu'une seule fois cette année. Au niveau des pourcentages d'arrêt, il est 105e dans le classement. Au niveau des buts encaissés, des buts empêchés, pardon, il est à -7. C'est-à-dire qu'il a coûté 7 buts parce qu'il n'est pas suffisamment bon sur sa ligne. Bref, un gardien a 2 visages, a des qualités qui sont absolument incomparables avec qui que ce soit en Europe et des défauts qui sont peut-être aussi forts que ses qualités le sont. Diantre Amaï, c'est 2029 en contrat. C'est un salaire de à peu près 1,5 million par an, je crois. Je vais te demander, Vincent, quand en face la concurrence, c'est Gregor Kobel, qu'est-ce qu'on fait de Diantre Amaï qui va revenir donc d'Heidenheim? Est-ce que on le garde et on le fait jouer et donc on se sépare de Kobel? Est-ce qu'on se sépare de Ramaï? Parce que lui, sa volonté, il l'a clairement exprimé, c'est de ne pas s'asseoir sur le banc. Qu'est-ce qu'on fait de Diantre Amaï? Bah, si tu pars par rapport à cette optique-là, tu pourras jamais déloger Kobel, hein, ça c'est une certitude. Hein. On a un très très bon deuxième gardien je sais même pas s'il a fait un match cette saison en tant que titulaire ou déjà pas en tant que remplaçant, ça c'est une certitude, mais en tant que titulaire, il me semble qu'il en a fait 0. Donc non, je vois très très mal Ramaï. De toute façon, c'est pas compliqué. Parmi les 4 joueurs que tu me montres, que j'ai sous mes yeux là, les 4 ont un avenir très très loin de Dortmund. Ça, c'est une certitude. Mais en ce qui concerne Ramaï, je vois pas comment tu pourras déloger Gregor Kobel. Hein. De toute façon, moi, je suis pratiquement sûr aussi que Kobel ne partira pas. En tout cas, pas l'année prochaine. Donc, je vois pas quand est-ce qu'il va venir fouler le sol du VS l'année prochaine. Ok, toi tu pars plus sur une séparation avec lui. Avant de te donner la parole, Franck, on va parler un peu de Kiel Vétienne. Alors lui, son temps de jeu effectif avec le VfL Bochum, c'est 1400 minutes, donc c'est correct sans être transcendant. C'est 28 matchs joués, seulement 15 en tant que titulaire. C'est un joueur qui est clairement rentré dans la rotation de Bochum. Je crois qu'il a 1 but et 0 passe décisive, quelque chose comme ça. Ça a été très compliqué du coup de le comparer avec qui que ce soit parce que avec aussi peu de temps de jeu, c'est délicat de mettre des comparaisons avec qui que ce soit, même en Zweite Bundesliga. Franck, que ce soit pour Ramaï qui a énormément joué à Heidenheim, où maintenant on est certain du profil de gardien qu'il est, ou pour Vétienne qui n'a pas vraiment réussi à s'installer à Bochum, donc en Ligue 2 de l'Allemagne, est-ce que l'avenir il s'écrirait pas peut-être un peu plus ailleurs qu'à Dortmund, quoi? Messieurs, merci. Au revoir. Ah, Franck, t'es avec nous, Franck? T'as payé Internet? Là, c'est Camille qui pédale le nouveau pas. Je peux rien lui demander. Hein. On t'a pas entendu, Franck. Vas-y, recommence. Je dis, pour les deux, merci, au revoir, hein, de toute façon, malheureusement. Surtout pour Vadsen, parce que vu qu'il a été formé chez nous. Pas mal, et franchement, il m'a jamais hypé, à part son jeu au pied. Mais bon, un gardien, on lui demande déjà de ne pas prendre de but avant de savoir jouer au pied, quoi, je veux dire. Bon, ce serait un plus pour Kobel de un peu mieux jouer au pied, c'est sûr. Mais bon, Ramaï, de toute façon, ne veut pas être deuxième gardien. Mayer a prolongé de toute façon, donc ça veut dire que Mayer se sent bien en tant que deuxième gardien. Mettre quelqu'un qui n'a pas envie dans la rotation, ça foutrait peut-être un bordel dans le vestiaire. Donc, je pense qu'on va pas le faire revenir. On va sûrement le vendre. De toute façon, c'est ce qui est prévu. Il y a déjà eu des rumeurs, de toute façon. Donc, on va le vendre. Et on va garder nos 2 gardiens. Comme a dit Vincent, je ne pense pas que Kobel partira l'année prochaine. Et Mayer a donc signé une prolongation. Donc, je pense que pour nos gardiens, c'est scellé. Et je pense que Ramaï, ça va être vendu. Espérons qu'on en tire un petit bénéfice quand même. J'en suis pas tellement sûr. Parce que vu ses prestations à Heidenheim, voilà. Bon, après, il n'était pas dans le meilleur des clubs. Mais bon, voilà. À Copenhague, c'était positif son prêt. À Heidenheim, je suis un peu plus… Voilà. Bon. Vadsen, alors, si tu ne t'installes pas à Bochum en tant que titulaire indiscutable, comment veux-tu revenir à Dortmund, quoi? C'est problématique pour lui. Je pense que son avenir s'inscrit peut-être sur une vente aussi. Mais je ne le vois pas aller dans un club de Bundesliga. Il faudra qu'il fasse
son trou en deuxième Bundesliga, ça va être compliqué. On avait déjà eu le cas avec l'ancien capitaine des U23, dont j'ai plus le nom, qui s'est enterré à Greuther Fürth, qui n'a jamais ressorti. Rachel. Donc, voilà. Tobias Rachel, ouais, qui était à Kaiserslautern aussi en prêt à un moment. Et le pauvre, on l'a pas vu. Je pense que notre ami Kiel Watson va prendre un peu la même carrière que notre ami Tobias Rachel. Je ne l'espère pas pour lui. Hein. Moi, j'espère toujours le meilleur pour nos Youngs et ceux qui sont passés sous le maillot, quoi. Hein. Et bon, les deux derniers, du même avis que Vincent. Je veux dire, voilà, bon, on en reparlera après, mais Campbell, voilà, bon. Ça donne rien. Alors, a été très souvent blessé à Hoffenheim, hein, ce que j'ai pu comprendre. Hein. Et bon, notre ami Duranville a pas tellement d'envie de jouer, j'ai l'impression, à Basel, à Malray. Bon, enfin, et ça n'a pas non plus fait un prêt de feu follet, quoi. Et il a des problèmes de comportement aussi, donc forcément. Ouais, c'est sûr. Si j'ai gardé les deux derniers pour Joël, c'est parce qu'en fait, on va les rassembler parce qu'il y a très peu de choses à dire en fait sur Cole Campbell et sur Julien Duranville. Je peux vous donner leur temps de jeu effectif. Il est absolument misérable. Cole Campbell, c'est 53 minutes. Du côté d'Offenheim, c'est 4 matchs, aucun en tant que titulaire. Alors Cole Campbell, on va dire qu'il a un ticket pour se faire pardonner. On le prête le 5 janvier. Il arrive à Hoffenheim. Le 13 janvier, il se blesse pour 1 mois et demi. Donc, effectivement, compliqué de s'installer. Mais depuis qu'il est revenu, donc il est revenu fin février, voilà, c'est 50 minutes de jouer. Évidemment, au niveau des statistiques, on est à 0 but, 0 passe décisive, mais même dans les statistiques avancées sur aussi peu, j'ai rien à dire de plus sur Cole Campbell. Et Duranville, alors Duranville, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas brillant non plus. Il est à 577 minutes jouées avec Basel, 13 matchs, 7 en tant que titulaire, 2 buts, 1 passe décisive. On va dire que le plus gros succès de Duranville à Basel, c'est qu'il ne s'est pas blessé. Et ça, c'est quand même pas commun. Joël, avant de te laisser la parole, je rappelle donc que Dian Tramaï, son contrat, c'est 2029. Kiel Vetien, 2028. Cole Campbell, 2028. Julien Duranville, 2028 aussi. Président, que faisons-nous de ces 4 prospects? Déjà, pour Ramage, tu peux te poser la question pourquoi on l'a fait venir, en fait. 0 match avec Dortmund. Hein. Voilà, je veux dire, ça, c'est vraiment le transfert. Pourquoi on le signe, en fait? Parce que à l'époque, c'était quoi? Quebel avait soi-disant des envies de départ. On le fait signer limite presque un peu en catastrophe. Mais pour finalement, pour le prêter 2 fois, voilà, c'est presque de notre faute en fait s'il en est là actuellement, le pauvre d'être à Heidenheim et de se faire fusiller tous les week-ends et de concéder le 3-3 à l'Allianz Arena, quoi. Ouais, il est malheureux. Il est malheureux. Il est très malheureux parce qu'il fait le plongeon est magnifique, voilà. Mais ouais, je veux dire, ce gardien est peut-être très bon au pied. Après peut-être. Voilà, face à la concurrence de Kobel, il jouera pas, donc autant le vendre, mais espérer en tirer un bénéfice. Ouais, si on en tire 500 000 ou 1 million d'euros, on pourra en être content. Campbell, j'ai vu, j'avais le multiplex samedi. Ouais, il a fait 20 minutes contre Stuttgart. Il a pas été flamboyant. Il a eu une occasion, super. Mais oui, c'est un prêt raté. Mais comme tu dis, quand tu te blesses, tu viens au bout de 10 jours, tu te blesses. Qu'est-ce que tu veux que ton prêt soit réussi? Duranville, on savait qu'il avait déjà un problème de comportement chez nous. Ça s'arrange pas à Bâle, donc ça montre une grande envie de jouer au football. Mais ça, c'est un problème de génération. Hein. Je veux dire ça. Alors, je vais faire le vieux con, mais ça, c'est comme la génération de nos jours. Donc à la limite, ça m'étonne pas vraiment. Et après, Vadjen, je vais être un peu plus mesuré. Je me dirais, allez, on le prête encore une saison et puis après on regarde. Parce qu'il faut pas oublier que quand il était chez nous en équipe réserve, on lui promettait quand même un bel avenir. Donc, pourquoi pas? Oui, on a prévu des avenirs pour beaucoup de joueurs comme ça. Hein. Oui, on n'a pas toujours été très clairvoyant, mais alors lui, je vais essayer de lui laisser une petite pièce. Je sais pas pourquoi, je dois bien aimer sa tête, j'en sais rien. Je vais pour une fois faire du sentimental. Je me dis, allez. Lui, je me dis, allez, on le prête encore une saison et on voit ce que ça donne parce que on le voit s'intégrer. En plus, à Bochum, c'est pas le plus facile. C'est aussi un bourbier. C'est pas l'équipe qui pratique le plus beau football en Allemagne, mais c'est, je pense, compliqué.
on aurait peut-être dû le prêter 2 ans pour voir sur la durée, de s'intégrer et de voir ce que ça donne. On l'a bien vu, nous. Hakimi, on se l'était fait prêter 2 ans. On a eu quelques joueurs prêtés 2 ans et la deuxième année. Régnier, c'était top. Hein. Ah oui, Régnier, ça c'est d'ailleurs le prêt. Je voulais, tu me l'enlèves, mais je voulais dire que je comprenais pas que Régnier, quand on se l'est fait prêter, on l'avait pas signé. C'était assez scandaleux. Mais bon, ça pareil, c'est un autre débat. Mais ouais, Vadjen, je vais lui laisser encore on va dire un joker. Les 3 autres, malheureusement, ouais, tu peux les vendre. Voilà. En ce qui concerne les valeurs marchandes, Duranville, donc c'est 7 millions d'euros. Vétienne, c'est 3 millions d'euros. Ramaille, c'est 7 millions d'euros aussi. Et le dernier, c'est Campbell. Campbell, c'est 5 millions d'euros. Donc, on est d'accord que ces 4 mecs-là ont un avenir très trouble au niveau du BVB, sans qu'on puisse tirer un gros billet. Le plus gros échec, en fait, au final, c'est peut-être Ramaille, parce que Ramaille, il s'est révélé être le gardien qui est, en fait, un peu l'antimatière de Kobel, quoi. C'est-à-dire que Kobel est excellent sur sa ligne et catastrophique au pied. Ramaille, c'est peut-être en fait l'exact inverse. Et du coup, qu'est-ce que tu attends de ton gardien? Moi, je pense que Kobel est juste beaucoup trop bien installé, même si son jeu au pied m'exècre. Pas au point d'aller à ce point-là à l'autre extrême et donner les clés du jeu à Diantre Ramaille, quoi. On verra bien ce que donneront ces 4 garçons-là. En tout cas, il n'y en a aucun qui arrive dans un fauteuil, très clairement. S'ils veulent se faire une place, un trou à Dortmund, il va falloir soit changer d'attitude pour 2 plus que pour les 2 autres, soit prendre son mal en patience, travailler. C'est de toute façon la seule vraie solution, c'est travailler pour trouver sa place dans cet effectif. Voilà pour les prêts. C'était important d'en parler parce qu'on arrive en fin de saison. Et avant de se quitter, évidemment, on va parler du Werder de Brême. C'est le prochain match, le Werder Bremen, donc c'est samedi à 15h30, comme tous les matchs de la 34e journée de la Bundesliga. Voilà, nous allons nous déplacer au légendaire stade du Weserstadion, un stade qui a 120 ans, un truc comme ça, un monument historique de la Bundesliga. J'ai pas mal de choses à dire sur le Werder. Disons que sur la dynamique actuelle, c'est 3 matchs sans victoire récemment. Au niveau du classement, je ne sais pas s'ils ont encore un truc à jouer, en fait, le Werder Bremen. Ils sont en plein milieu, en fait. Hein. Ah oui, non, ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Ouais, ils se sont sauvés, là. Il n'y a plus rien à jouer. Ce sera un match de gala, que ce soit pour Brême ou que ce soit pour Dortmund. Franck, raconte-nous un peu le Werder, ton affection ou pas pour ce club-là, et puis qu'est-ce que signifie pour toi ce déplacement dans le nord de l'Allemagne? Werder de Brême, un grand club de la Bundesliga des années 90 et début 2000. On n'oubliera pas l'entraîneur légendaire Otto Rehhagel. Hein. Il les a menés au titre, a joué quelques coupes européennes avec eux, a souvent matché. C'était la rivalité Bayern-Bremen dans les années 90, des années 80. Ils ont eu tellement de bons joueurs qui sont partis après au Bayern. On rappellera Mario Basler. Ils ont eu des joueurs comme Diego, Johan Miku. Je ne parlerai pas de leur attaquant vedette, un New-Zélandais que tout le monde connaît, Winton Rufer. C'est un club emblématique de la Bundesliga. C'est aussi un dinosaure qui a une grosse rivalité avec le HSV, le Hambourg. Quoi. Mais bon, depuis des années, a beaucoup de problèmes financiers. Ils ont du mal à boucler leur saison au niveau financier. Donc, c'est un club qui navigue plus dans la deuxième partie du classement depuis des années. Voilà. Moi, c'est un club que j'aime bien parce que Rehhagel avait fait de ce club un club qui était un club offensif, qui ramenait du joli football. C'était plus là-bas. Allô, Franck joueurs. Et ils ont beaucoup de bons joueurs. Je veux dire, j'ai coupé. On les a battus en 89 en Pokal, on n'oubliera pas. Je veux dire 4-1 avec un doublé de Norbert Dickel. Donc ça reste un bon souvenir quand même pour moi, le Werder de Brême. Et bon, ce match va être un match sans enjeu. Donc je pense qu'il va y avoir des rotations dans les deux effectifs. Et bon, le meilleur gagne. J'étais en train de regarder justement du côté financier du Werder, parce que c'est vrai que c'est un club qui est très particulier. Je crois qu'il y a énormément de leur effectif qui est en fin de contrat, là, dans 1 mois et demi. J'aimerais bien les compter, en fait. Donnez-moi juste un instant. Mais moi, j'ai jamais vu ça, personnellement.
Là, il est possible que ma caméra est freeze parce que j'ai changé de... Voilà. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 joueurs. 20 joueurs dans cet immense club qui est le Werder de Brême, qui sont en fin de contrat, là, dans 1 mois et demi. Financièrement, je ne suis pas spécialiste du club, même je ne suis même pas spécialiste financier tout court, mais ça sent quand même un club qui a du mal à convaincre ses joueurs pour rester. Je vous ai mis la composition, disons, probable de ce que, on va dire type, parce que Franck a raison, peut-être que ça va tourner pour certains gars, mais ça devrait ressembler à ça si l'entraîneur, nouvel entraîneur d'ailleurs depuis le mois de février, Horst Fischer, je crois, qui avait commencé la saison, qui a été limogé parce que ça allait pas du tout en fait. Horst Steffen, pardon, excuse-moi. L'ancien entraîneur du Sportverein Eversberg. Tout à fait, tu as raison, excuse-moi. Parce qu'en fait, ça allait pas du tout. Si le Werder en est là où ils sont au classement, c'est pas pour rien, c'est parce que il était à moins de 1 point de moyenne par match. Limogé, ils ont fait venir Thune, je crois, que je connais pas très bien, honnêtement, qui a fait surtout ses armes en Zweite Bundesliga, qui est passé plus sur un 4-3-3. Voilà à quoi devrait ressembler l'équipe du Werder si jamais ils veulent mettre la meilleure équipe. Alors, il y a certaines zones un petit peu de trouble, notamment au niveau du latéral droit, parce que Sugawara, le titulaire, a pris un rouge dans le match de cette journée-là, ce week-end, et le remplaçant, qui est Mitchell Weiser, il s'est fait les croisés. Donc, moi, j'ai pris la liberté de mettre Amos Pieper, mais c'est surtout parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution que à ce poste-là. Il va falloir bricoler un truc. Et au niveau du numéro 9, c'est très compliqué. Il n'y a pas de numéro 9 clair au niveau du Werder. À tel point que le meilleur buteur du Werder Brême, c'est Jens Stege, qui fait une saison de fou furieux. Jens Stege, qui est annoncé du côté de Stuttgart, du côté de Hoffenheim. C'est le joueur en forme. Et quand on parlait tout à l'heure de numéro 10 de la catégorie de Julian Brandt, je sais que tu l'apprécies, Franck, mais Romano Schmidt, c'est un joueur qui est phénoménal. C'est un joueur qui est encore jeune. Et j'ai regardé dans tous les classements de création avancée, il est toujours là. C'est l'un des joueurs les plus percutants. Même si tu ne sors pas le Bayern, il est catégorie Michael Olise, dans tout ce qui est création d'occasion. C'est un joueur absolument fantastique. C'est même dans les chiffres, c'est même mieux que Julian Brandt en réalité. Le petit Koulibaly au niveau de la défense centrale, personnellement, je le trouve un peu surcoté. Mais ils veulent en faire le joueur qui sauvera leur année financière en le vendant 35-40 millions d'euros. Bon, j'y crois pas une seule seconde, mais ça n'empêche que c'est un jeune joueur de 18 ans qui a du potentiel. Et puis au milieu de terrain, ils ont Linen, qui est un Belge, je crois, c'est un destructeur. C'est le joueur en Bundesliga qui fait le plus de tacles. Voilà, il y a des mecs quand même. Il y a des gars au Werder. Joël, match de gala de toute façon, match de gala entre deux équipes absolument historiques. Même sans enjeu, il faut représenter le football allemand quand on voit un Werder Dortmund au niveau de la Weser. Ah bah c'est deux clubs historiques. Alors moi si tu me dis Werder Brême, moi je suis un peu plus récent, j'aurais dit Thomas Schaff comme entraîneur avec Frings et puis Ozil et puis Klose. J'ai pas le même âge que Franck, c'est pour ça. Mais ça parle on parle à toutes les générations. C'est ça. Et puis c'était Naldo, je crois, derrière. Ouais, Naldo a été excellent. Avec Tim Wiese dans les buts, qui a fini à la WWE. Mais ouais, c'est deux historiques. Et puis c'est le dernier match, un peu de festival, un peu de panache. Mais il y a un match que moi je me rappelle de il y a pas si longtemps, c'est un match de Pokal qu'on perd 2-1 à Brême. Et ce match reste un peu en travers sur un penalty qui n'avait pas été sifflé, sur un magnifique but de Giovanni Reina d'ailleurs, au passage. Qu'on embrasse. Voilà. Là, s'il nous écoute. Ah ouais, du coup, ça s'est réveillé à côté. Mais ouais, c'est deux historiques. C'est le dernier match. Faut faire plaisir à tout le monde. Et puis voilà, prenons du plaisir à regarder ce match tranquillement dans notre canapé. Vincent, si je devais personnellement établir, on va dire, une pyramide de la grandeur des clubs allemands, tout en haut, il y aurait Dortmund, il y aurait Hambourg, il y aurait le Bayern, il y aurait Cologne, il y aurait très très certainement une place pour le Werder Brême.
Et c'est marrant parce que j'ai aucun souvenir du match aller. J'ai regardé le match aller, on l'a gagné 3-0. Ouais. Avec un match où Ryerson joue piston gauche, tout ça. J'en ai aucun souvenir. Alors, Vincent, je sais que toi, tu as fait quasiment tous les matchs cette année. Est-ce que tu t'en souviens de ce match? Et puis surtout, qu'est-ce que tu as senti de cette dernière danse de la saison? Alors le match là, oui, je l'ai fait. Il me semble. Alors, je sais plus, je crois que c'est Schlotti qui en met un, déjà. Je crois que tu as raison. Ouais, je crois que Schlotterbeck en met un. Ouais. Ouais. Et le reste, je me rappelle plus. Voilà. Et d'ailleurs, il me semble que je crois que c'était à dimanche, moi. En plus, à 17h30, donc, ou 19h30, je sais plus, bref. Donc, lui, effectivement, hein, c'est un dinosaure du championnat allemand. C'est surtout une belle ville. Moi, personnellement, j'ai fait quelques déplacements là-bas. Il fut un temps, donc, oui, c'est une super belle ville. Maintenant, il faut effectivement, comme tu l'as dit, représenter le football allemand. Il faut surtout représenter le Borussia Dortmund, finir l'année en beauté avec une victoire. Maintenant, on va pas parler avec la manière parce que je m'attends plus vraiment à ça cette saison. Et puis, je pense que ça servirait pas à grand-chose. Là, je pense qu'il faut tout doucement regarder vers la saison prochaine. Mais en ce qui concerne ce match-là, je pense que je vais le regarder avec le fameux multiplex. Je ne sais pas s'il y en a un prévu sur beIN Sport, mais je vais essayer de m'organiser ça ce samedi. Mais j'attends vraiment principalement qui gagne. Je ne veux pas parler des 3 points, je veux pas parler de voilà, la victoire, finir l'année en beauté. Faire un match entre copains pour cette dernière de la saison à l'extérieur. Magnifique, un Werder avec ce magnifique stade qui borde la Weser, c'est ça, c'est un fleuve en fait, la Weser à Brême. Bien, l'émission va toucher à sa fin. Pas de chronique du vieux Borussen ce soir, mais moi j'ai un petit jeu pour vous. Et ouais, un petit jeu un peu surprise pour tous les 3, qui va se passer en 2 parties. Première partie, je vais vous demander, attendez avant de hurler là, les joueurs que le Borussia Dortmund a fait venir depuis le Werder de Brême. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9, mais dans les 9, il y en a 2 où on est avant 1975. Donc ceux-là, on va dire que si vous les avez, vous êtes extrêmement chaud. Mais pour les 7 autres, écoutez, je vous écoute. Karl-Heinz Riedl, Michael Schulz. Je pense que là, tu es dans le sens inverse. Moi, je demande. De Bremen à Dortmund? Ouais, exact. Ouais. Ah, de Bremen à Dortmund, pardon. Ah, de Bremen à Dortmund. Ok. De Bremen à Dortmund. Ouais, parce que. Frings, on le fait venir du Bayern? Oui, non. Thorsten Frings, c'est une bonne réponse. En 2002. Ah. Il vous en reste 6 à trouver parce que les 2 autres, ils sont très très compliqués, c'est très très vieux. Les 6 autres, c'est des noms qu'on connaît un peu. Nelson Valdez? Nelson Valdez en 2006, bien sûr. Ah putain, bien joué. Et ton joueur préféré, Joël? Putain, allez. Qui avait un numéro 8? Un Danois? Ah, de l'année. Voilà. Ah, Thomas oui. Delaney, bien sûr. Ouais. Thomas Delaney, Oui. Ça fait 3 bonnes réponses. Il en reste 4 de trouvables. Qu'on fait venir de Bremen. Je peux vous donner les mercatos si vous voulez. Il y en a un, c'est en 2023, hein, les gars. 2023? Putain, Ouais. Pour 17 millions d'euros. Oh! On fait déjà une sacrée somme. Parce qu'il sortait d'une saison absolument extraordinaire à Brême. Oh. Sachez que nous allons en finale de Ligue des Champions avec ce mec titulaire quand même. Füllkrug! Niklas Füllkrug. Ah oui, imbécile, va. Niklas Füllkrug, bien sûr. Donc nous avons Delaney, Füllkrug, Thorsten Frings, Nelson Valdez.
Le prochain, on remonte un petit peu dans le temps. On est au Mercato 2013. Ce Jürgen Klopp, c'est un gars qu'on fait signer. Ovo Moyela. Alors, c'était pas lui, mais Ovo Moyela signe effectivement 2008, Ovo Moyela. Mais c'était pas de lui dont je parlais, mais encore une bonne réponse. Moi, voilà. je parlais d'un autre gars, donc 2013 pour 10 millions d'euros sous les ordres de Jürgen Klopp. Et qui restait un petit moment à Dortmund en plus. Bittencourt, non? Non, pas Léo Bittencourt, non. Mais Bittencourt, il allait après. Ouais. Bittencourt fait l'inverse, mais Bittencourt ne sera pas une bonne réponse parce qu'il vient de la réserve. Donc, ça sera pas il n'est pas comptabilisé. Vincent, t'as pas envie de jouer ou on te fait chier ou... Bah non, je réfléchis, puis au final, oui, maintenant que vous le dites, je me rappelle pratiquement tout, à part voilà, les transferts qui datent des années yéyé, je ne me rappelle plus. Hein, je ne me rappelle pas. Yéyé, c'est joliment dit. Vous n'avez pas trouvé le 2013, hein, les gars. 2013, alors, c'est un joueur. Un mec qui joue avec les légendes. Hein. Je peux pas vous donner. Socrates, effectivement. Ouais, Socrates, Papastatopoulos. Alors là, vous avez eu les 6 plus faciles. Il en reste un. Il y en a un, franchement. Il est pour Franck ou personne. Il signe à Dortmund le 1er juillet 1988. C'est un défenseur central. Mais c'était pas Michael Schulz? Non, c'est pas Michael Schulz. C'est un défenseur central. Voilà, il reste à Dortmund 2 ans, de 88 à 90. Voilà. Et en 90, en fait, il part nulle part. Il fait une pause de carrière. C'est ce que dit Transfermarkt. Oh, waouh. Voilà. Oh. Il a joué où après? En fait, le truc, c'est qu'après la pause de carrière, il a joué genre avec la réserve de Brême et dans les divisions inférieures, tu vois. Compliqué, hein, je vais pas te mentir, je le connaissais pas. Mais défenseur central, allemand. Défenseur central. Non. En 88, chérie. 88, tu savais même pas que le BFORB, ça existait. En plus, 88. Non, là, je vois pas avec le prénom peut-être, mais... Mathias. Waouh. Compliqué, hein, celui-là. Mathias Rühlander. Non, j'aurais pas trouvé. Ouais, je me doutais qu'il était compliqué, celui-là. Moi, c'est un nom qui me parlait pas du tout. Pour l'histoire, je vous donne quand même en 1974 Hans-Gerd Schilt qui signe et en 52. Donc là, il allait vraiment être un monstre. Nous avons Kurt Zam qui vient de Brême. Le même jeu, mais dans l'autre sens. Cette fois-ci, messieurs, les joueurs de Dortmund qui sont partis à Brême. Combien de bonnes réponses cette fois-ci? Nous en avons 1, 2, 3 qui sont faciles à trouver. Les autres, on est 70 et avant, donc je les compte pas, mais il y a 3 noms. Et Franck, t'en as répété un plusieurs fois. T'as Bittencourt. Bittencourt n'est pas dans la liste parce que c'était depuis la réserve. La réserve. Bon, bah t'as Amos Piper. Pareil, depuis la réserve aussi, ça compte pas. Justin Njima non plus, c'est de la réserve. Tout à fait, ouais. Bah tu as... Bah t'as Michael Schulz. Lui, Michael Schulz, tout à fait. Défenseur central. Absolument. Qui part de Dortmund à... Alors après... Il en reste 2, les gars, et les 2, c'est 2018 et 2019. Ok. Et ces 2 joueurs, enfin un surtout, c'est des mecs très connus en Bundesliga, quoi. C'est pas des mecs d'avant, là. c'est des gros noms. À tout. C'est des mecs qui ont grand nom. Oui, et qui sont internationaux, pour le même pays d'ailleurs. Pour le même... c'est pas l'Allemagne. C'est pas l'Allemagne, tout à fait. Mais ils sont binationaux allemands, je pense que les 2 sont nés en Allemagne. Oh putain. Ah, putain, mais depuis tout à l'heure, moi j'ai le chat là, je vais vous enlever le chat. Vous trichez, en fait. Je l'ai. Dis-moi. Je suis sûr. Oui. Nouri Sahin. Nouri Sahin et... L'autre, c'est turc aussi alors. Pardon? J'ai pas entendu. Bah, l'autre aussi, c'est un turc alors. L'autre est un turc, oui, tout à fait. Nouri Sahin et un autre qui est turc. L'autre, c'est 2019 et il rejoint Brême pour 4 millions d'euros. Et sans se mentir, à Dortmund, c'est un immense flop. Emre Toprak.
Toprak. Bien joué, Vincent. Mertoprak, bien joué, Vincent. Il fallait le chercher, le Mertoprak. Non, mais Vincent, putain, le dernier, il te le. Pah allez. Comme ça, le mec. Allez. Bien joué, Vincent. Eh bien, c'est pas le but. eh bien, écoutez, j'ai pas compté les points, donc vous avez tous gagné. Vous avez tous gagné, les gars. Merci beaucoup d'avoir. On va compter les points samedi prochain. Ok, on comptera les points samedi prochain, pas de souci. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Il est 21h50 très bientôt. Petit message pour nos amis sur YouTube, comme d'habitude. Il va rester donc 2 émissions. La prochaine, ce sera le lundi 18 mai à 20h pour débriefer le Werder Bremen et puis tirer un petit peu des conclusions sur la Bundesliga, la Zweite Bundesliga. Ça risque d'être une émission un petit peu plus courte que d'habitude. Pourquoi un petit peu plus courte que d'habitude? Parce qu'on fera une émission bilan aussi. On ne sait pas encore quand. On vous donnera la date le 18 mai, mais en tout cas, soyez là le 18 mai. Si vous nous écoutez sur YouTube, si vous êtes actuellement sur le chat, on sera là. Maxime sera là. Et puis voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec moi. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Tchuss. Tchuss. Mmh.